lancer ce débat, on va laisser sans doute peut-être Pierre un petit peu se présenter et on va lui laisser aussi un petit peu de temps pour présenter sa proposition de taxe sur les transactions financières, parler de ses grands combats au Parlement européen, parce qu'il a aussi été rapporteur du budget européen, ce qui n'est pas rien, ce qui est absolument gigantesque. Et donc, oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai, oui. Donc on va lui... Ah oui, oui, quand même. Et donc, on va le laisser justement 10-15 minutes pour plus se présenter. Ensuite, on sera dans une phase beaucoup plus de questions-réponses. Surtout, n'hésitez pas à commenter, poser vos questions, partager, commenter le débat. Et on fera un maximum aussi pour poser vos questions dans ce live et en tout cas pour vous donner aussi la parole. Ça va, j'essaie d'avoir une lumière qui n'est pas trop agressive. Donc, merci beaucoup Nathan, merci Camille, merci à toute l'équipe qui a organisé ce débat. Je ne suis pas là pour faire une conférence, je suis là pour chercher des alliés. Je pense que les mois qui viennent sont absolument fondamentaux. Les mois et les petits nombres d'années qui viennent sont vraiment fondamentaux pour changer le système. Tu m'as demandé de me présenter. Donc, je m'appelle Pierre Larouturou, mais ça, vous le saviez déjà. Je suis né à Périgueux il y a 55 ou 56 ans, ça ne nous rajeunit pas. Je suis ingénieur agronome, diplômé de Sciences Po. Je suis député européen depuis 18 mois. J'ai été élu grâce à un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt, on en reparlera. J'ai été assez étonné, assez ému quand on m'a proposé d'être rapporteur général du budget. Donc chaque année, il y a une ou un député qui est choisi par le Parlement pour faire le job de négocier le prochain budget au nom de tout le Parlement. C'est un job super intéressant, on y reviendra, super prenant. Vous voyez un peu de fatigue, mais c'est super intéressant parce qu'il faut parler du budget de l'agriculture, du budget de la recherche, du budget de la coopération, de l'accueil des réfugiés palestiniens, parce que Trump a coupé 500 millions pour les réfugiés. Voilà, donc c'est super intéressant. Et puis avant, j'étais pas mal engagé sur les questions sociales depuis 30 ans dans le débat public pour essayer de lutter contre la pauvreté, la précarité et comprendre les mutations du travail. Donc, merci beaucoup de m'avoir. Et donc, si je dis que je cherche des alliés, parce que ceux et celles qui sont là, sans doute, ont des têtes bien faites et vous avez peut-être envie de faire bouger les choses. Si vous êtes là ce soir, vous pourriez être en train de glandouiller chez vous, de regarder des films. Voilà. Donc, si vous êtes là, c'est sans doute que vous comprenez qu'on est dans un moment important, que vous avez envie d'échanger des arguments avec d'autres, de vérifier que vos idées sont les bonnes, de trouver peut-être 2 ou 3 arguments de plus. Et une fois qu'on pense que c'est grave et une fois qu'on pense qu'il y a des solutions, on a souvent envie de faire bouger les choses. Et c'est plus efficace si on est nombreux pour agir plutôt que rester chacun dans son coin. Alors, avant de parler du climat, puisqu'effectivement, je suis arrivé avec comme priorité d'obtenir un budget climat plus important pour l'Europe et pour les pays du Sud, je voudrais dire, ce matin, j'ai commencé ma journée avec Nicolas Schmit, qui est le commissaire européen chargé des questions sociales, qui est un gars super, vous pouvez peut-être inviter. Il a fait du super boulot au Luxembourg. J'étais un peu basique. Moi, je croyais que tous les Luxembourgeois s'occupaient que d'évasion fiscale. Et depuis 18 mois que je connais Nicolas Schmit, je me rends compte qu'il y a des Luxembourgeois qui ont des vraies convictions pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la précarité. Et on s'est dit vraiment ce matin avec Nicolas Schmit qu'on était au bout d'une logique et qu'il fallait profiter, avec des énormes guillemets. On espère que 2021 va être une année un peu plus sereine. 2020 l'année qui finit, c'était une année horrible avec le virus. Ça a été vraiment l'horreur pendant des mois, et c'est encore l'horreur dans les hôpitaux. Et il y a des millions de gens qui sont très, très inquiets, qui dépriment. Mais on espère que 2021 va être une année un peu plus sereine où on va réfléchir à la suite. Ce qui nous frappe, c'est qu'au mois d'avril, au mois de mai, il y avait plein de débats sur le monde d'après. Est-ce que le monde d'après va être plus fraternel? Est-ce que le monde d'après va être plus équilibré? On a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de débats sur le monde d'après et que si on n'est pas capable de lancer des débats avec des solutions concrètes, il y a un risque que le monde d'après soit comme le monde d'avant, mais en pire parce que les entreprises seront surendettées, devront serrer les vis encore plus aux salariés ou à la planète, que les États seront surendettés avec moins de marge de manœuvre. Voilà, donc on pense qu'il faut qu'on arrive à clarifier les débats. Est-ce que vous voyez cette courbe? Vous la voyez à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit. À l'endroit, c'est parfait. C'est la courbe de la dette totale aux États-Unis depuis 1950. Vous voyez qu'il y a quand même 2 périodes très différentes, vous la voyez correctement. Donc, c'est la dette totale, privée et publique. On voit que de 1950… Qu'est-ce que tu dis, Nathan? On a une rupture dans les années 80. Voilà, on voit qu'en 81, donc c'est les chiffres de la Réserve fédérale. Hein, c'est l'interprétation est de moi, mais c'est les chiffres de la Réserve fédérale, dette privée et dette publique. Tous les 3 mois, vous pouvez taper flow of funds. On a les chiffres très précis de la dette des familles, la dette des acteurs privés, la dette des collectivités. Voilà. Et donc, vous voyez que jusqu'à l'arrivée, pendant 30 ans, il n'y avait pas besoin de dette. On n'a eu aucune crise financière, aucune crise économique. Et il n'y avait pas besoin de dette pour nourrir le système. Il n'y a jamais eu de remboursement, le stock de dette n'a jamais diminué, on y reviendra peut-être, le stock de dette n'a jamais diminué, mais il n'a augmenté pas. Et puis, parce qu'on tenait bon sur l'esprit de Philadelphie. La première chose qu'a fait Roosevelt avant de convoquer Bretton Woods, vous avez tous appris dans vos cours d'histoire, on a pris 3 semaines de travail à Bretton Woods, c'est un petit village dans les montagnes
pour reconstruire un système bancaire et monétaire un peu solide. Mais avant de convoquer Bretton Woods, la première chose que fait Roosevelt, c'est Philadelphie. Vous voyez la Roosevelt avec plein de monsieur et puis une dame, la ministre du Travail. Elle n'a qu'une femme, mais elle a eu un rôle super important. C'est elle qui a eu un peu le rôle de catalyseur de cette opération. Et tous ceux qui avaient connu la crise de 29 et la barbarie qui en est sortie disent qu'il faut garder la capacité d'initiative du capitalisme, mais qu'il faut le réguler très, très fortement. Et ce texte est magnifique. Il dit « Le travail n'est pas une marchandise. Le travail humain, au nom de la dignité de tous, et aussi pour du point de vue économique, parce que le salaire a un rôle très important pour nourrir l'économie. Donc, tous ceux qui ont connu la crise de 29 disent non, le travail n'est pas une marchandise banale qu'on peut brader, comme quand vous allez au marché à 13 h le dimanche, vous avez trois paquets de framboises pour 2 € parce qu'on brade les framboises parce qu'il y en a trop. Le travail humain ne peut pas être bradé et on ne va pas baisser les salaires parce que c'est la crise économique. La pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Mais il ne se contente pas de déclarations humanistes, même si ça fait du bien. Derrière, il y a des règles concrètes. Tous ceux qui signent ça disent que dans chaque pays et dans le commerce mondial, il faut des règles sur le temps de travail, sur le salaire minimum, sur le financement de la retraite des vieux. Voilà. Et pendant 30 ans, on tiendra bon dans chaque pays et dans le commerce mondial sur des règles sociales. Et pendant 30 ans, il n'y a pas besoin de dette, on n'a aucune crise économique. Et puis Ronald Reagan arrive, la cassure. C'est même pas la sortie de Bretton Woods. Dans toutes nos écoles, on nous explique c'est en 74, comme on dit ici, en 74, comme on dit par chez vous. Je suis français. En 74, on nous dit c'est la sortie de Bretton Woods, Nixon, ça commence la dette. Pas du tout. En vérité, c'est en 81, c'est l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. Et on explique que toutes ces histoires de justice sociale, c'est le début du goulag, c'est les soviétiques, et que c'est par la liberté personnelle que chacun va négocier ses conditions de travail et de salaire. Et du point de vue philosophique, si on demande à quelqu'un est-ce que tu préfères le goulag ou est-ce que tu préfères la liberté personnelle, la plupart des gens disent je préfère la liberté. Donc, du point de vue philosophique, c'est génial. Simplement, dans un contexte où le chômage commence à augmenter, voilà ce que ça donne, c'est la négociation sur les salaires. Dans tous les pays, les gens ont la trouille du chômage, la négociation est libre, mais avec une petite épée de Damoclès, et si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et donc, dans tous les pays, la part des salaires diminue. Et sur la courbe en rouge, c'est la part des salaires pour l'ensemble des 15 pays occidentaux, les plus importants en termes de volume de PIB. Donc, c'était à peu près 67% de la richesse qui allait aux salaires et aux cotisations de sécu il y a 40 ans. Et puis, c'est tombé. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Il y en a qui seraient contents d'avoir ton job. La peur du chômage déséquilibre la négociation. Et ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le donne par la dette. On va dire aux gens, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux quand même acheter une voiture, on va te prêter l'argent. Tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux quand même… voilà. Et donc, on va nourrir par la dette privée. Ce qu'on ne donne pas par le salaire, on le prête par la dette privée. Et en même temps, Ronald Reagan commence à baisser les impôts sur les plus riches. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, on voit bien comment… Ça veut dire que cette courbe, elle est flippante, parce qu'on voit que même s'il n'y avait pas eu le Covid, quand je suis arrivé au Parlement européen, je n'avais pas vu venir le virus, mais j'expliquais à tout le monde qu'on allait vers une nouvelle crise économique. On voyait qu'aux États-Unis, l'an dernier, en 2019, il avait fallu… La dette totale avait augmenté de 12% du PIB. 12% de la dette privée. Donald Trump était tout content de dire on a une croissance à 2,3, mais pour avoir une croissance à 2,3, il fallait 12 points de dette supplémentaire. C'est comme si votre voiture avait besoin d'un litre d'huile tous les 300 mètres. Donc, même s'il n'y avait pas le Covid, ça ne veut rien dire, parce que le Covid est un phénomène catastrophique majeur, mais on savait qu'on allait vers une crise économique. Donc, ça veut dire qu'on est… Mais cette courbe donc, est flippante, parce qu'on nous dit qu'on n'est pas sorti de la crise, qu'il y a un système où il y a besoin de toujours plus de dettes pour nourrir l'économie, c'est un système qui est totalement intenable. Mais la bonne nouvelle, ça veut dire que ceux qui parlent de justice sociale, ce n'est pas des doux rêveurs. C'est qu'un système où on tient bon sur la dignité humaine, un système où on tient bon sur la justice sociale, ça n'empêche pas la concurrence, ça n'empêche pas l'innovation, ça n'empêche pas la prospérité, au contraire. Et pendant 30 ans, tant qu'on tenait bon avec des règles concrètes dans chaque pays et dans le commerce mondial, on avait une prospérité plus forte, beaucoup mieux répartie et sans fuite en avant. Et c'est quand les libéraux arrivent au pouvoir qu'on commence la fuite en avant. Voilà. Et donc, ça veut dire que le politique peut être efficace. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce qu'a été Roosevelt et ceux qui avaient connu la crise de 29 et la barbarie, ça a marché. Ce n'était pas du pipeau, ça a été efficace, efficient pendant 30 ans. Et Ronald Reagan aussi, pour le pire, mais les décisions prises par Ronald Reagan ou par Thatcher, voilà, ça a été efficace. Donc, ça veut dire, la réflexion qu'on avait ce matin avec Nicolas Schmitt, le commissaire aux affaires sociales, c'est est-ce qu'on est capable de, si le virus nous laisse un peu plus tranquille, un peu plus serein, en 2021, de dire, voilà, on a eu 40 années de prospérité, un capitalisme bien régulé, voilà, jusqu'à Reagan, on a fait une fuite en avant de 40 ans à cause des néolibéraux qui ont provoqué une précarité terrible et qui, même du point de vue économique, ne sont pas tenables et qui épuisent la planète. Est-ce qu'on est capable, au niveau européen, d'amorcer un virage
en travaillant avec l'équipe de Biden. C'est quand même une des rares bonnes nouvelles de 2020. Je faisais grève de la faim, donc je n'ai pas ouvert le champagne tout de suite. Mais la fin de Donald Trump et l'élection de Biden est quand même une des rares, très rares, grandes bonnes nouvelles de 2020. Et je pense que Biden se pose qu'il y a pas mal de flou dans son programme et que si en Europe, on est capable de lancer les bons débats et de prendre les bonnes décisions, ça donnera envie à Biden et à son équipe de faire les choses en grand. Et si par contre en Europe, on fait du pipeau, si on fait du greenwashing, par exemple pour le climat, si on accepte une flambée de la précarité, donc il n'y a pas d'autre solution. Si l'Europe ne fait rien de nouveau, ça donnera envie à Biden de juste rassembler le pays et gérer sans rien faire de nouveau. Voilà pourquoi je pense que je suis venu en disant je cherche des alliés. On est vraiment dans un moment critique. Moi, quand j'avais 18 ans, la situation n'était pas très grave. Quand j'avais votre âge, 18, 20 ans, 22 ans, on prenait notre vie d'étudiant très cool. On s'occupait un peu des pays du Sud, on s'occupait un peu j'étais quand même à des quarts monde, mais la situation n'était pas du tout aussi critique. Voilà, donc vous savez, vous allez être une génération qui va avoir du mal à vivre sereinement pendant les 70 ans qui vous restent à vivre si rien ne change, mais c'est à côté, on peut prendre son pied, on peut avoir une vie excitante en faisant bouger les choses. J'ai lu peu de bouquins de philosophie, mais Kierkegaard dit qu'une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante et vouloir changer le monde, ça peut rendre la vie très intéressante. Je reviens aux questions de climat. Pour faire la transition, justement, Pierre, donc là, tu as posé un petit peu le constat, je pense, de tes combats, mais justement, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans tes propositions, c'est-à-dire la taxe sur les transactions financières, sur le bac climat? C'est une façon gentille de dire que je suis trop long. Merci, Nathan. Je suis diplomate. Tu as fait le Quai d'Orsay. Tu as fait le Quai d'Orsay avant de faire une école de commerce. Voilà. Donc, je vais parler encore plus vite et accélérer pour qu'on puisse arriver au débat. Tu as raison. Je reviens au climat. Désolé, je n'ai pas fini tout à fait l'état des lieux. 2 minutes sur l'état des lieux. Non, pardon. Excusez-moi si je suis trop long, mais je pense que quand même la plupart d'entre vous avez une formation économique et qu'il y a besoin de réarmer économiquement en montrant que voilà, j'ai même montré cette courbe au pape François. Les gens du PS me prennent pour un fou. Mais même quand je suis devant le pape, je montre cette courbe. Dans son encyclique Laudato Si, le pape dit que tout est lié. Et je lui dis, écoutez, qu'on soit croyant ou pas croyant, on voit bien que tant qu'on tient bon sur la dignité humaine, on est dans un système équilibré. Et quand on commence à oublier la dignité humaine et à se foutre des questions sociales, on va vers… Voilà. Donc, désolé si… Ça rejoint bien les systèmes, l'ingénierie des systèmes. Ça rejoint bien l'ingénierie des systèmes. Je pense aussi. Voilà, je suis là juste pour apporter quelques arguments de plus, mais je pense que vous avez déjà tout ça dans la tête, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Dernier point de diagnostic, c'est sur la question du climat. Beaucoup de gens au Parlement européen et ailleurs étaient d'accord il y a 18 mois pour dire que le climat, c'est notre priorité. Quand von der Leyen est arrivée, la présidente de la Commission, beaucoup de gens applaudissent son discours, oui, le Green Deal, oui, le climat. Mais aujourd'hui, avec la crise économique, beaucoup de gens pensent que la question du climat peut attendre, que l'urgence, c'est le virus, évidemment. L'urgence, c'est d'éviter les licenciements, évidemment. Et ils pensent qu'on peut attendre quelques années avant de s'occuper du climat. Parce qu'ils pensent qu'avec la crise économique, les émissions de CO2 ont diminué et que donc on a un répit. Voilà. Hélas, ils se trompent, ou en tout cas leur vision est partielle. C'est-à-dire que les émissions de CO2 directement liées à l'économie française ou à l'économie belge ont effectivement baissé. Quand nos voitures étaient à l'arrêt, quand nos usines étaient à l'arrêt, le CO2 qui vient de l'économie a baissé. Mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur en 2020, il y a quand même eu 440 morts en Australie avec les feux de forêt. 440 morts en Australie, entre c'est horrible, ceux qui brûlent immédiatement et puis ceux qui ont respiré des cochonneries et qui meurent une semaine après. Donc les feux de forêt en Australie, en Sibérie, quand j'étais petit, il faisait froid en Sibérie, là, 38 degrés. Donc les feux de forêt cette année, vous voyez, ça c'est une étude sur tous les feux de forêt depuis un siècle en Californie, tous les feux de forêt depuis un siècle. 2020, c'est un tiers des surfaces cramées. Rien que l'année 2020, c'est presque un tiers des surfaces cramées en Californie depuis un siècle. Donc, il y a une accélération. En fait, le monstre, non seulement le dérèglement climatique ne se calme pas, mais on a l'impression que le monstre échappe à ses créateurs et que quand même l'économie est à l'arrêt à cause du virus, on a mis tellement de CO2 dans l'atmosphère depuis 40 ans qu'il y a une autonomie du dérèglement climatique et que les feux de forêt sont tellement importants que ça fait plus que compenser les baisses de l'économie. Je ne vais pas être trop long, sinon Nathan je vais énerver Nathan et quelques autres, mais ça, c'est l'évolution du CO2 depuis 50 ans à Mauna Loa. 2020 va être la pire année. Et quand Emmanuel Macron et d'autres disent quand même la France, l'Allemagne, on a déjà fait des efforts, c'est largement du pipeau. Voilà une étude qui était du ministère de l'Environnement, qui était dans le journal Les Échos, non, c'est trop près. C'est tout ça pour vous dire que si on tient compte des produits importés, ça c'est l'évolution du CO2 sur le territoire français depuis 1995. Donc effectivement, sur le territoire français, on a un peu baissé. Mais si on tient compte des produits qui arrivent de Chine et du reste du monde, d'après le ministère de l'Environnement, il n'y a eu aucun progrès et même le bilan carbone de la France est plutôt aggravé. Voilà. Donc, il est temps d'agir. Quelle est la source du document? La source, c'est dans le journal Les Échos, c'est en annexe
du budget d'environnement de l'an dernier qui est arrivé au Parlement européen. Je vais vous envoyer mon bouquin. Voilà. Donc, c'était dans Les Échos, ce qui est un journal actuellement anti-système. Et c'était RSF du PLF 2020, donc INSEE, Eurostat. C'était les documents qui ont été mis en annexe par le ministère de l'Environnement, des documents qui arrivaient à l'Assemblée nationale pour le PLF, pour le projet de loi de finances 2020. Donc, hélas, j'étais pendant quelques mois au Conseil. Emmanuel Macron avait créé un Haut Conseil pour le climat. Il m'avait mis parmi les 9 sages, ça fait peur, qui étaient dans le Haut Conseil pour le climat. Et une des études du Haut Conseil pour le climat a montré que le bilan carbone sur le territoire national de la France a baissé, mais que l'empreinte, si on tient compte de notre consommation globale, n'a pas du tout diminué. Donc, quelles sont les solutions? J'espère ce soir qu'il y a un accord. J'étais devant le Conseil européen il y a encore une demi-heure ou trois quarts d'heure. Donc, a priori, il y a un accord des 27 chefs d'État. J'étais devant cet ordinateur en vendredi dernier avec un membre du gouvernement polonais. J'ai beaucoup de points de désaccord avec les Polonais, mais sur le climat, on essaie de travailler avec eux. Et la Pologne, a priori, ne bloque pas l'objectif que l'Europe se donne d'une réduction de moins 55% du CO2 d'ici 2030. Moins 55% par rapport au maximum atteint en 1990. Donc, c'est quand même un premier succès. Il n'y a pas tellement d'occasion de se réjouir, mais beaucoup de gens pensaient il y a 2 mois qu'on n'aurait pas un accord, que l'Europe allait se diviser. Et on va dire ce soir ou demain que les 27 chefs d'État sont d'accord pour baisser de 55% le CO2. Donc, il faut le dire, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Mais après, c'est se mettre d'accord sur les moyens de j'allais y venir, Nathan, j'allais y venir. Je te rassure, je ne pars pas en vacances pendant 7 mois. J'étais devant le Conseil avec des gens d'Extinction Rébellion. Là, je ne suis pas allé faire la bise à Angela Merkel, j'étais avec des activistes climat. Et on a dit, c'est quand même, mais voyons quand même le chemin parcouru depuis 2 ans. Voilà, quand Greta Thunberg a commencé sa grève, tout le monde se foutait de sa gueule. Le climat n'était pas dans l'agenda politique. Voyons. Donc, pour plein de raisons, la gravité du problème climatique, la gravité, il y a quand même 70 départements où les paysans n'avaient pas d'eau pour arroser l'été dernier en France. Donc, la gravité du problème climatique, le travail des climatologues, les mouvements de jeunes font qu'aujourd'hui, la question du climat est quand même bien à l'agenda et que les 27 chefs d'État vont dire OK pour baisser de 55%. Mais maintenant, l'essentiel, c'est l'année prochaine. Quelqu'un qui est dans la salle de négociation me disait avant-hier, le plus compliqué, c'est quelle est la part que chaque pays va accepter. Parce que ce soir, on va donner un objectif global, moins 55% pour l'Europe. Mais l'Europe, ça ne veut rien dire. C'est la somme de 27 pays, c'est la somme de millions de villes et de millions de familles. Donc, le plus compliqué commence le 1er janvier. C'est quelle est la réduction que la France va accepter pour de vrai, quelle est la réduction du CO2 et des autres gaz de l'Italie, de la Pologne, et comment on paye l'isolation des bâtiments, qui va financer l'isolation des maisons. Nicolas Hulot a démissionné chez nous, quand vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand Nicolas a démissionné, il était sur France Inter. Il expliquait, je voulais 7 milliards chaque année pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun, pour faire un plan hydrogène. Et Bruno Le Maire m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Donc là, Nicolas Hulot est venu me soutenir par Internet quand j'ai fait ma grève de la faim. À 2 reprises, Nicolas Hulot est venu dire qu'il regrettait que j'en sois obligé de faire la grève de la faim, mais qu'il était d'accord pour dire que c'était urgent de trouver de l'argent. Donc, pour trouver de l'argent, le Parlement européen, je suis le seul à avoir fait grève de la faim, mais je portais les revendications de tout le Parlement. Quand même, donc, tu l'as dit, je suis rapporteur général du budget et je suis shadow rapporteur, c'est-à-dire co-rédacteur pour le Green Deal, pour le financement du climat. Et donc, on a voté le 13 novembre les propositions du Parlement européen pour rattraper le temps perdu sur le climat. On dit que la Banque centrale doit changer de politique. Même en parlant vite, je ne peux pas vous résumer les 60 pages en 2 minutes. Donc, je vous les envoie évidemment. Si ça vous intéresse, je vous envoie l'ensemble du rapport voté le 13 novembre. Donc, on dit qu'il faut aligner la politique de la BCE et de la BUI. On dit que les banques et les assurances privées doivent stopper les investissements fossiles en étant plus précis que ça. Et puis, on dit qu'il faut des subventions. Si on veut rendre obligatoire, c'est un sujet de conflit entre la Convention citoyenne et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait dit qu'il allait reprendre sans filtre les propositions de la conférence citoyenne. Une des plus importantes, c'est de dire on donne un cadre pour dire que dans 20 ans, toutes les maisons doivent être isolées. Tous les appartements, toutes les maisons de retraite, toutes les universités, dans 20 ans, doivent être isolées. Et en fait, une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne veut pas, alors que c'est super important, c'est qu'il pense qu'il y aura des millions de gens qui vont gueuler. Si on demande à chaque famille d'isoler sa maison, sachant qu'une vraie isolation, c'est 25 000 €, si on demande s'il n'y a pas des aides financières, s'il n'y a pas des subventions, on ne pourra jamais rendre obligatoire tous ces travaux. On demande à chaque village dans mon coin des Pyrénées si la mairie de Cauterets doit payer l'isolation de tous les bâtiments publics. Ils crèvent, ils sont surendettés. Donc, la question de comment on finance l'isolation, comment on finance les transports en commun, comment on aide les agriculteurs, c'est une question clé. Donc, le Parlement dit qu'il n'y a pas de baguette magique. Mais en avant, on a entendu le message des Gilets jaunes. On comprend bien que ce n'est pas en augmentant les impôts sur monsieur, madame, tout le monde qu'on va créer une dynamique super joyeuse et super efficace. Donc, c'est le débat sur les ressources propres, comme on dit dans la bulle, le jargon bruxellois. C'est comment trouver plus d'argent pour l'Europe sans taxer monsieur, madame, tout le monde et sans demander plus d'argent aux budgets nationaux.
Donc, on propose 5 solutions. Il y a la taxe carbone aux frontières, il y a la taxe sur les grandes entreprises du digital, il y a la taxe sur le plastique non recyclé, ça, il y a un accord. Mais ce qu'on dit, c'est que celle qui peut rapporter le plus, 57 milliards chaque année, ça a été voté par 68% des députés. Au mois de mars, j'étais un peu tout seul. Et les copains de la Fondation Hulot, début juillet, me disaient « Tu te fatigues pour rien, tu n'y arriveras pas ». Mais parfois, quand on est un peu têtu, on y arrive. Et donc là, c'est un rapport voté par 68% des députés. Il n'y a que 13% qui a voté contre, le Front National et leurs alliés. Mais sinon, donc l'ensemble des députés disent qu'il n'y a pas de baguette magique. On fait 60 pages de propositions. Il y a besoin de subventionner, que chaque famille, chaque PME, chaque agriculteur, chaque village soit aidé. Et donc, pour trouver de l'argent sans taxer les citoyens, on dit que la plus efficace, c'est la taxe sur les transactions financières, qui, malgré le Brexit et malgré la crise, peut rapporter 57 milliards chaque année. Voilà, donc l'idée de la taxe, et je finis là-dessus et puis on commence le débat, c'est une idée très simple. C'est une idée de justice fiscale. Vous et moi, je ne sais pas si vous avez vu les images, et le ridicule ne tue pas. Donc, plusieurs fois, je suis allé dans l'hémicycle comme rapporteur du budget avec une boîte de raviolis en expliquant que quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20% de TVA, que même les plus pauvres, pour acheter une boîte de conserve pour manger, ils payent 5,5% de TVA. Tout le monde doit payer, même les plus pauvres, même ceux et celles qui vivent avec le minimum de vieillesse, on leur demande de payer 5,5% de TVA pour manger, parce qu'on considère que tout le monde doit financer les services publics. Mais par contre, sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0%. 0,0. Donc, il y a plein de gens qui se battent sur cette idée depuis 20 ans. En 2010, il y avait eu des très grandes campagnes, très collectives, avec des gens très différents, aussi bien les gens d'ATTAC que les jésuites, les syndicats européens, des gens très différents ont fait campagne en 2010. Du coup, en 2011, la commission Barroso, qui depuis est partie chez Goldman Sachs, donc c'est quand même pas le gauchiste avec le couteau entre les dents, la commission Barroso avait proposé une directive, voilà, qui expliquait qu'on pourrait gagner 82 milliards chaque année si on prenait une petite taxe, 0,1% sur les actions et 0,01% sur les produits dérivés. 82 milliards chaque année, tout est prêt, j'ai là les 1200 pages de l'étude d'impact. 82 milliards, c'était avant le Brexit. Donc, on a tenu compte du Brexit, on a tenu compte de la crise économique, mais les marchés financiers vont très bien. Ça, c'est des chiffres d'après l'autorité des marchés financiers. En 2020, les volumes échangés sur les marchés financiers en Europe sont 45% plus importants que l'année où Barroso a fait ses calculs. Et donc, le Parlement dit, nous voulons obtenir la taxe sur les transactions financières. Donc, si j'ai fait ma grève de la faim, et je finirai là-dessus, c'est parce que la plupart des citoyens ne savent pas qu'il y a ces négociations. On nous dit qu'il faut aller voter une fois tous les 5 ans. On vous dit, si vous êtes des bons citoyens, il faut aller voter. L'Europe, c'est fondamental. 80% des réformes viennent de l'Europe, ce qui est du pipeau. Donc, tout le monde nous dit qu'il faut aller voter au moment des élections européennes. Mais quand il y a une négociation sur le budget, qui est quand même un truc important, tout le monde s'en fout. Donc, si j'ai fait la grève de la faim, c'est pour alerter les citoyens, pour dire qu'il y a des solutions. Et on a gagné quand même quelque chose. On n'a pas gagné pour le budget pluriannuel qu'on négocie pour les 7 prochaines années, parce qu'on a négocié avec les 27 chefs d'État et l'unanimité, c'est quand même un principe antidémocratique qui bloque tout. Mais on a obtenu quand même, parce qu'on a été un peu, voilà, on a été capable d'argumenter et de taper fort, que la Commission européenne, dans le document, l'accord qui a été signé par le Parlement et les 27 chefs d'État il y a un mois, la Commission européenne a dit il faut finir la négociation en coopération renforcée, donc sans l'unanimité. La coopération renforcée, c'est de dire que même s'il n'y a que 9 pays, ou 10 ou 15, on peut avancer. Donc, les mots à mots, c'est que la Commission dit qu'il faut mettre la dernière main, c'est l'expression qu'employait la Commission dans la version française, à la négociation sur la taxe sur les transactions financières d'ici 2022, parce que les chefs d'État ont parlé pour peut-être, le texte signé par les 27 chefs d'État, c'est could be, une taxe sur les transactions pourrait être créée en 2026. Par contre, la Commission a été plus courageuse et dit que si on est capable de mettre la dernière main sur cette négociation d'ici 2022, on en fait une ressource pour financer le climat, pour financer les politiques de santé. Donc voilà, le combat continue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après Angela Merkel, c'est Antonio Costa qui prend les rênes de l'Europe. Vous savez, c'est bizarre, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside l'Europe. Donc déjà, Angela Merkel a fait du good job. Elle a été capable de casser les tabous. Personne ne pensait que Merkel allait proposer 500 milliards de dettes communes, en particulier pour aider les pays du Sud. Et la suite, c'est Antonio Costa, qui est quelqu'un qui est très favorable à la taxe sur les transactions financières. Il y a deux conférences sur le climat qui sont prévues à Lisbonne en février et en avril. Et donc, on va continuer le combat pour obtenir des victoires importantes d'ici le mois de juin. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'alliés. Je laisse la parole au débat. Merci beaucoup, Pierre. En tout cas, c'était pas du tout, absolument pas la volonté, en tout cas, oui, bien sûr, c'était. Tu es dans ton rôle. Ne t'inquiète pas, tu es dans ton rôle. Sinon, je peux parler pendant 2 heures. Je ne sais pas si on t'a dit, je peux parler pendant 2 heures. Même j'en ai marre. C'est ça, on s'est dit qu'il est très bavard. Enfin, aussi un petit peu, voilà,
Pas de souci. Alors, moi, j'aurais, pour un petit peu continuer, enchaîner justement sur la TTF, mais en fait, j'aurais deux questions que je vais résumer en une. Alors, la TTF que tu proposes, toi, donc elle est à 0,1% sur les actions et 0,01% sur les produits dérivés. Comment est-ce que techniquement elle s'articule? C'est-à-dire, on est sur une taxe qui est bien au niveau européen. Euh, Quels sont un petit peu les aspects techniques? Et du coup, la question qu'on se pose assez naturellement quand on t'entend souvent, c'est qu'il y a quand même un consensus assez large sur cette proposition. D'ailleurs, François Hollande et Emmanuel Macron étaient théoriquement plutôt favorables à cette TTF. Et quand on t'entend, on se rend compte que ce n'est pas véritablement le cas. Quels sont en fait les derniers blocages qui restent sur la taxe de transaction financière en fait? Les blocages, c'est hélas, c'est la France. C'est la France. L'autre jour, j'étais face au ministre allemand qui représentait Angela Merkel, Michel Klaus, qui est le ministre des Affaires européennes à Berlin. Et devant 140 députés, il m'a foutu une petite rouste. Je lui ai dit, écoute Michel, quand on était en débat avant le virus, j'allais à Berlin 1 ou 2 fois par mois et on avait fait un débat avec lui devant la Fondation Frédéric Ebert. Et devant tout le monde, Michel Roth avait dit la taxe plastique, tout le monde, parce qu'il avait une question enthousiasmée sur la taxe plastique, il a dit oui, c'est très bien la taxe plastique, mais ça ne suffit pas. Ça ne fera que 7 milliards par an et ça doit diminuer. Si les gens changent leur comportement, le but c'est qu'on produise moins de plastique. Voilà. Et donc Michel Roth avait dit qu'il était d'accord pour taxer la spéculation. Et donc il y a un mois et demi, devant 140 députés, j'ai dit mais pourquoi est-ce que tu ne le mets pas aujourd'hui au cœur de négociations? Et il m'a fait une petite blague méchante en m'expliquant, tu sais Pierre, tes amis français nous ont jamais beaucoup aidés, Michel Sapin nous a vraiment pas beaucoup aidés et ça continue. Voilà. Et donc, officiellement, François Hollande disait mon adversaire, c'est la finance, je vais faire la séparation des banques, je vais taxer la spéculation. Mais derrière, tout le monde vous dit que Michel Sapin a tout fait pour jouer la montre et faire une toute petite ETF. Et là, ça continue. Il y a un débat, je ne vais pas donner trop de noms, mais depuis le mois de juillet, comme de même que je dialogue avec des ministres allemands, je dialogue avec... Une toute petite ETF, c'est combien en termes de pourcentage? Alors, le tout petit ETF, c'est pour dire que ce n'est pas des rumeurs, c'est pas, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est la lettre du ministre autrichien des Finances. Là, Gernot Blümel, ce n'est pas vraiment ma famille de politique, hein, c'est la droite conservatrice, mais le ministre autrichien a fait une lettre à tous les autres ministres des Finances qui sont dans la coopération renforcée pour dire l'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières en partant du projet de 2011, en partant du projet que défend aussi le Parlement. La proposition de la France qui est actuellement sur la table, c'est que 99% des transactions ne seront pas taxées. Vous voyez le chiffre, voilà, 99. Et il dit, parce qu'en France, le projet de la France, c'est taxer uniquement les actions des grands groupes. Voilà, et rien du tout, 0,000 sur les produits dérivés, sur le trading haute fréquence. Et donc, le dernier paragraphe est assassin. Le ministre autrichien dit, si c'est la position de la France qui l'emporte, l'Autriche se retire de la salle des négociations. Voilà. Donc, hélas, et donc, il y a des ministres en France qui aimeraient que la France bouge. Je ne donnerai pas de nom, mais au mois de septembre, un ministre m'a organisé une rencontre avec Bruno Le Maire en disant, écoute, j'envoie tout de suite un message à Bruno Le Maire, il faut qu'il dialogue avec toi. Monsieur Bruno Le Maire s'est chopé le virus, donc j'ai fait 1 heure avec son directeur de cabinet et 3 membres du voilà. Leur principal argument, c'est la France n'est pas le pire, la France n'est pas le pire. Ce que j'aurais dit, c'est que c'est un argument un peu court, parce que évidemment, il y a peut-être des pays qui bloquent encore plus, voilà. Mais comme on veut une coopération renforcée, on s'en fout s'il y en a 4 ou 5 qui bloquent, voilà. Et ce que j'ai dit, c'est que quand Macron et Merkel ont fait, M. Macron et Mme Merkel ont fait la déclaration pour dire qu'on veut 500 milliards de dettes communes pour un plan de relance, il y a eu un effet catalyseur. Le fait que Merkel et Macron fassent en même moment, vous vous souvenez, l'une était à Berlin, voilà, mais il y a eu un effet catalyseur. Au bout de 5 minutes, tout le monde ne parlait que de ça. Il y a 4 pays qui ont dit non, les 4 frugaux ou les 4 égoïstes ont dit non, jamais, jamais, jamais. Et 2 mois après, il y avait un accord, peut-être pas sur 500 milliards, mais sur 390, 390, comme on dit ici. Voilà. Donc, j'ai dit à un conseiller de Macron et à un de ses ministres, voilà, évidemment, peut-être que la France n'est pas le pire, mais si la France changeait de position, en plus, l'autre fois, j'ai eu 2 interviews dans Ouest France à un mois d'intervalle et un proche de Macron m'a dit qu'il commence à nous énerver parce que Ouest France, c'est quand même 1 500 000 personnes qui lisent tous les matins. Donc, je lui ai dit, mon but n'est pas de vous énerver, mais il faut que tu comprennes quand même que c'est vraiment la France qui bloque. Je lui ai dit, il y a 5 responsables allemands en 10 jours, 5 responsables qui m'ont dit, ce que vous dites est vraiment intéressant. Oui, ça pourrait débloquer la négociation. Oui, on peut y arriver en coopération renforcée. Mais 5 en quelques jours qui m'ont dit, mais est-ce que la France va bouger? À la fin de l'entretien, vraiment, j'entends la même phrase, mais est-ce que la France va bouger? Angela Merkel n'a pas envie de se prendre un râteau diplomatique et de prendre une initiative et que la France ne réponde pas. Donc aujourd'hui, je l'ai redit tout à l'heure à des députés En Marche, j'étais auditionné à distance par des députés de l'Assemblée nationale En Marche, et plusieurs se disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la France ne bouge pas. Et quand Bruno Le Maire dit qu'il va faire une réforme des retraites, quand Bruno Le Maire sur France Inter
dit que pour rembourser le plan d'urgence, il compte sur le retour de la croissance et sur une réforme des retraites. Voilà l'évolution de la croissance. Rassurez-vous, j'ai fini avec les graphiques pour ce soir. Donc, voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans. Voilà. Donc, Bruno Le Maire compte sur la croissance pour rembourser le plan. Voilà. Et sur une réforme des retraites, je rappelle que le niveau des retraites en moyenne en France, c'est 1 400 €, 1 400, tandis que chez BNP Paribas, un trader est à 24 000 en moyenne. 24 000 sans compter les bonus. Donc, est-ce qu'il faut encore faire une réforme courageuse des retraites et que tous les futurs retraités se disent « Merde, on va encore gagner moins, donc le pays est paralysé ». Je ne dis pas dans quel état, vu l'état de fatigue de la police et vu l'état de notre pays, si on lance maintenant, vraiment, je pense que c'est honnêtement la dernière chose à faire de lancer encore une réforme courageuse et des guillemets des retraites, ça paralyse le pays et du point de vue économique, demander aux gens de travailler plus alors qu'il y a des millions de chômeurs, c'est juste un contresens. Voilà. Donc, au lieu de dire, donc nous, ce que dit le Parlement européen, c'est que pour rembourser le plan d'urgence, que le but de la taxe sur les transactions financières, c'est 2 objectifs. Si on a 55 milliards chaque année, 55 milliards, il y a 15 milliards qui iront pour rembourser le plan d'urgence. La France n'aura rien à rembourser. Le plan d'urgence, il doit être remboursé sur 60 ans. Je vous rappelle les données pour la France. La France va recevoir 40 milliards. Quand Jean Castex dit qu'il y a 100 milliards sur la table, il le dit d'ailleurs, il y en a sur les 100 milliards du plan de relance du gouvernement français, il y en a 40 qui viennent de Bruxelles. Donc la France va recevoir 40 milliards, mais va rembourser 67. La France est un pays riche et donc c'est normal, je trouve, qu'elle rembourse plus. Donc la France, comme les autres pays, aura 30 ans pour rembourser cette dette liée au plan d'urgence. Donc la question est, les 67 milliards, qui va les payer? Est-ce que c'est une réforme des retraites? Est-ce que c'est le retour miraculeux de la croissance? Sainte Rita va faire des miracles, la patronne des causes désespérées va nous faire revenir la croissance, ça fait 40 ans qu'on y croit. Ou est-ce que c'est la taxe sur les transactions financières qui le rembourse? Et donc, si on a 55 milliards chaque année, c'est les chiffres de la Commission européenne, malgré le Brexit, malgré la crise, la FTT peut rapporter 55 milliards. Il y en aurait 15 qui iraient au remboursement de la dette, 15 milliards chaque année pendant 30 ans. La France n'aura rien à rembourser. Les 67 milliards, ils resteront en France pour les retraites et pour la santé. Il y aura 15 milliards qui iront pour rembourser la dette et 40 milliards qui iront pour le climat, pour les politiques de santé et de recherche. Donc, ce qui bloque, c'est le lobby bancaire. C'est le lobby bancaire qui n'a pas voulu faire la séparation des banques. Souvenez-vous, le grand discours, mon adversaire, c'est la finance. Il y a plein de gens qui ont voté pour François Hollande, dont moi, en disant, il va au moins faire la séparation des banques. Et on sait bien qu'il n'a fait qu'une séparation ridicule. Le patron d'UVA, le patron de Société Générale, a scandalisé tous les députés socialistes quand il était auditionné en disant, non, vous inquiétez pas, c'est 0,7% de l'activité qu'on va mettre dans une filiale. Donc, quand Roosevelt arrive au pouvoir, il fait une vraie séparation des banques. Les banquiers sont furieux, mais ça a marché pendant 50 ans. Roosevelt met en place un impôt fédéral. Voilà. Donc, la question est à voir, est-ce que les politiques peuvent continuer à faire des beaux discours qui s'appellent François Hollande ou Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut continuer à mentir aux gens? Et après ça, s'étonner que les gens ne votent pas ou votent pour des partis anti-européens. Donc, je l'ai dit tout à l'heure à des députés En Marche, si on prend prétexte du plan de relance européen pour faire une réforme des retraites, il ne faut pas s'étonner après ça si les mouvements anti-européens prospèrent. Il me semble que le président de la République a dit devant les sénateurs qu'il excluait la réforme des retraites jusqu'à la fin du quinquennat. Mais il faut qu'il le dise à Bruno Le Maire. Je vais lui donner le téléphone portable de Bruno Le Maire. Il faut qu'il se parle. Oui, ça peut arriver, mais je crois que c'est ce qu'il a dit. Mais après, quand Moscovici avait dit qu'il ne voulait pas, quand Pierre Moscovici avait dit qu'il ne voulait pas de la TTF, le lendemain, François Hollande avait dit qu'il en voulait. Après ça, il n'en voulait pas vraiment, mais voilà. Si un ministre, voilà, le problème, c'est que Bruno Le Maire a commencé le 29 septembre à parler de la réforme des retraites comme solution pour le plan de relance, qu'il a redit dans le Parisien, la une du Parisien il y a 10 jours. Donc, voilà, je pense que Emmanuel Macron a le téléphone de Bruno Le Maire et peut lui dire qu'il y a d'autres solutions. Après, ça peut être, la réforme des retraites peut être quelque chose d'intéressant en France. La question, c'est plus dans quel sens réformer les retraites. Et forcément, là, après, il y aura des avis qui divergeront sur le type de réforme. Bien sûr, non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'une réforme des retraites. Je dis juste que pour rembourser la dette, donc on voit bien, donc voilà, c'est pour rembourser la dette qu'on va faire une réforme des retraites. Ça veut dire ça veut dire que tous ceux qui commencent à faire leur calcul à partir de 45 ans se disent qu'ils vont avoir une retraite encore plus faible. Et je pense que la meilleure réforme des retraites, c'est de créer des emplois. Que le Green Deal qu'on propose, si on a des financements pour isoler les maisons, pour faire les transports en commun, pour faire les énergies renouvelables, le ministère de l'Environnement dit qu'on peut créer 900 000 emplois en France. Quand Nicolas Hulot était ministre de l'Environnement, il soutenait l'initiative qu'on avait lancée avec Jean Jouzel. On avait des chiffres de l'ADEME qui disaient si on a les financements, on va créer 900 000 emplois en France. Si tu as 900 000 personnes qui retrouvent du boulot, qui payent de la TVA et qui cotisent pour les caisses de retraite, il y a 2 façons d'arriver à l'équilibre des retraites. Soit tu rabotes en disant ceux qui partiront à la retraite à partir de 2030, ils gagneront moins, soit tu crées 900 000 emplois avec le climat et tu relances le débat sur le temps de travail. Vous m'inviterez une autre fois pour parler de la question du temps de travail, si vous avez envie.
Avec plaisir, avec plaisir. Enfin, j'ai d'autres graphiques que je n'ai pas apportés ce soir. Et ça, non, mais blague à part, c'est une question fondamentale. Dans un monde post-croissance, comment est-ce qu'on crée de l'emploi? Voilà, il y a quand même plus de 5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Donc, même si on crée 900 000 emplois avec le plan climat, 900 000 emplois, c'est bien, mais quand même, il y a plus de 5 millions d'hommes et de femmes qui sont inscrits à Pôle emploi. Et il y a 400 entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours. J'ai promis de ne pas en parler, mais il y a quand même 400 entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, alors que ce n'était pas obligatoire, sans augmenter la masse salariale et sans baisser les salaires. C'est pour vous donner envie de me réinviter dans 6 mois. Avec plaisir. Et justement, ces notions de croissance, décroissance, monde post-croissance, finalement, on se réfère à quoi? Dans ton livre, tu parles des indicateurs autres que le PIB qui seraient possibles. Est-ce que tu peux développer un petit peu ton avis sur la question? Là, je suis impressionné, quelqu'un qui a lu mon livre. Là, c'est Noël avec 3 semaines d'avance. C'est impressionnant. Donc, ce que je dis, blague à part. Désolé, je fais souvent des blagues nulles pour faire baisser le stress, parce que me retrouver rapporteur du budget en ce moment, voilà, c'est quand même donc, je fais des blagues nulles pour faire baisser le stress. Oui, dans le livre, je rappelle comment déjà en 1970, Jacques Delors, qui depuis est devenu ministre des Finances, président de la Commission, a émergé parce qu'il a fait un livre qui s'appelait Les indicateurs sociaux, avec ses copains d'un club qu'ils appelaient le Citoyen 60. Et déjà en 1969-70, Jacques Delors disait le PIB, ça ne veut rien dire. Le PIB, ça ne veut rien dire. Si un tremblement de terre et que tout s'effondre et qu'on reconstruit, c'est bon pour le PIB. Si les gens sont tous malheureux, dépressifs et qu'ils se bourrent d'anxiolytiques, c'est bon pour le PIB. Par contre, si les gens ont juste une vie agréable, ils sont avec la personne qu'ils aiment, ils s'occupent de leur famille, ils jouent aux cartes avec les copains, on fait une soirée avec, voilà, les gens sont juste bien, eh ben, c'est pas tellement bon pour le PIB. Donc déjà en 69-70, Jacques Delors disait ça ne veut rien dire, ce PIB, il faut qu'il y ait d'autres indicateurs, les indicateurs sociaux. Et donc il proposait, c'était avant Stiglitz, en gros c'était les indicateurs du développement durable. Il disait qui c'est qui a un travail correct et bien payé, qui c'est qui a accès à la culture, qui c'est qui a une salle de bain à l'époque, qui c'est qui a une salle de bain dans sa maison, qui c'est dans les enfants, voilà. Donc c'était des indicateurs de développement humain. Déjà en 1970, Jacques Delors disait il faut que les politiques publiques, il y a besoin d'indicateurs, mais le PIB ne peut pas être l'indicateur principal ou l'indicateur unique. Et c'était vrai en 70, et on voit bien que 50 ans plus tard, hélas, je pense qu'il faudrait demander à chaque politique de mettre un billet dans le goret, dans la tirelire, à chaque fois qu'il parle de la croissance. Cette courbe que j'ai montrée là pour me moquer de Bruno Le Maire, je l'ai montrée à Jean-Pierre Raffarin. Vous êtes trop jeune, peut-être pourquoi il y avait une émission de politique de Christine O'Crane tous les dimanches soirs. Et donc, quand Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre, je l'avais piégé. Monsieur Raffarin, qu'est-ce que vous allez faire contre le chômage? La croissance revient. Qu'est-ce que vous allez faire pour les retraites? La croissance revient. Voilà. Et j'avais prévenu le réalisateur. J'ai dit, voilà, Monsieur Raffarin, la courbe de la croissance depuis 50 ans. Et si tu as lu mon livre, effectivement, Camille, tu as peut-être vu j'ai la même courbe en Allemagne. Et depuis 10 ans, il y a eu 3 années où l'Allemagne a une croissance un peu plus forte. 3 années, c'est ce qu'on appelle le rebond syrien. C'est quand ils ont accueilli 1 500 000 Syriens là, qui ont apporté de l'énergie et puis qu'on a logé, qu'on a nourri. Mais s'il n'y avait pas eu l'accueil des Syriens, l'Allemagne était en quasi-récession depuis 10 ans. Et il y a 1 an, juste avant Noël, Jens Weidmann, avant le virus, Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, disait « Nous sommes en train de retomber en récession ». Donc, miser sur la croissance est stupide. J'essaie de montrer dans le bouquin comment, il y a 40 ans ou 50 ans, on pouvait peut-être à la limite confondre croissance et progrès social, ou il y a 60 ans, voilà. Et puis après ça, il y a une divergence, en particulier avec les gains de productivité. Il y a une courbe qui vient de Robert Reich dans mon bouquin, et là, je ne sais plus comment la retrouver tout de suite. On voit comment la production industrielle, Robert Reich, donc c'est l'ancien ministre de Bill Clinton, c'est un mec absolument passionnant, c'était le ministre du Travail de Clinton. Il montre comment le terme de désindustrialisation est un mot ambigu. À chaque fois qu'on parle du vote des classes moyennes, des classes blanches, déclassées, on dit que c'est à cause de la désindustrialisation. Il dit que ce mot est ambigu parce qu'en fait, malgré la mondialisation mal régulée, malgré le fait que la Chine ne respecte aucune règle sociale, il montre comment la production industrielle sur le territoire américain a augmenté de plus 80% depuis 30 ans. Plus 80% produit sur le territoire. Mais que le besoin d'emploi a baissé de 30%. À cause des gains de productivité, avec les robots, les ordinateurs, l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens, on produit 80% de plus avec 30% de moins. Et comme la durée du travail n'a pas changé, un homme, c'est souvent des hommes qui travaillent dans l'industrie, continue à travailler 40 heures par semaine aux États-Unis. S'il y a besoin de 30% de travail en moins, mais que la durée individuelle du travail est stable, eh bien on a supprimé 30% d'emplois. Mais donc Robert Reich montre que le problème, ce n'est pas la mondialisation, même si, évidemment il faudrait une mondialisation mieux régulée, pour des raisons sociales, écologiques, voilà. Mais il dit que globalement, malgré cette mondialisation très mal régulée, la production industrielle, le gâteau produit sur le territoire américain a presque doublé.
plus 80%, mais qu'il y a une révolution colossale. On a fait 110% de productivité, voilà, grâce à la révolution informatique, grâce aux robots, voilà. Et donc, c'est pour ça que Robert Reich, quand Obama est arrivé, disait la principale réforme à faire, c'est de baisser le temps de travail sans baisser les salaires pour lutter contre le chômage. Ce que Obama n'a pas été capable de faire. Il faut dire aussi que ce qu'on a fait en France avec le temps de travail a tué le débat. Je suis triste de le dire, mais que quand les syndicats allemands m'invitent, quand les syndicats belges m'invitent pour parler de la question du temps de travail, ils disent que ce qui s'est fait avec les 35 heures a tué, la dernière loi sur les 35 heures a tué le débat. Les gens ne savent pas si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée la question du temps de travail. Et donc, je pense que c'est aussi un des enjeux des mois qui viennent. D'abord, de gagner la bataille du climat, et puis après ça, de relancer peut-être de façon intelligente comment créer de l'emploi dans un monde post-croissance. Désolé si je suis un peu long, les amis. Non, c'est très intéressant. Moi aussi, je trouve ça très intéressant, Nathan. Non, très intéressant. Merci. C'est déjà ça. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Et n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager pour que ce débat soit plus vu aussi, et à poser bien sûr vos questions qu'on lit attentivement et qu'on essaiera de poser chaque fois qu'on a des. Moi, il y avait une question que je voulais vraiment poser sur la TTF. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que on essaie un petit peu en économie ce qu'on appelle une taxe Tobin, qui est un petit peu un fantasme d'économiste qui n'a jamais été vraiment mis en place et qui est toujours un classique des programmes d'économie qui revient assez régulièrement. Et en fait, la question qu'on peut se poser, c'est justement dans ce contexte de globalisation financière, est-ce qu'il n'y a pas un risque, et ça j'imagine que vous avez sans doute fait des études d'impact ou cette question en tout cas a déjà été creusée, est-ce qu'il n'y a pas un risque en mettant une TTF à 0,1% d'avoir des fuites de capitaux de l'Europe, sachant que cette TTF serait européenne, d'avoir des fuites de capitaux vers d'autres parties du monde, d'autant plus que dans cette période post-Brexit, l'Union européenne a la possibilité de récupérer des capitaux venant de Grande-Bretagne. Est-ce que ce n'est pas un risque posé par la TTF? Et dans quelle mesure est-ce que ce risque est présent? Alors, moi, je n'ai aucune expertise. Je ne fais que redire ce que des experts, voilà, depuis un an que je suis rapporteur du budget, c'est essayer de trouver des solutions qui tiennent la route. Donc, ce qui est vrai, c'est que ça va supprimer une partie de la spéculation. C'était un des objectifs de Barroso, je répète, ce n'est pas l'extrême gauche, hein, Barroso, qui disait que si on taxe à 0,01%, c'est le trading à haute fréquence, quand tu as des ordinateurs qui envoient 50 ordres en une seconde pour vendre, comme ils espèrent gagner moins de 0,01%, oui, tous les mouvements. Donc, cela, on va les effectivement, mais c'est pas grave. Même Barroso dit c'est pas grave. Il n'apporte aucune utilité économique. Autant on peut dire que le marché des actions, quand j'étais petit, le marché des actions était vraiment utile parce que c'est comme ça que les entreprises se finançaient. C'est déjà moins clair aujourd'hui. Est-ce que les actions financent les entreprises? Parce que voilà. Donc déjà, tu as pas mal d'études qui on ça apporte quand même des besoins de finance, des capacités de financement quand même. En tout cas ça apporte quand même des capacités de financement qui sont importantes à l'économie réelle aussi. Oui, tout à fait. Non, mais donc encore une fois, mais simplement, donc pour essayer de répondre à ta question, depuis le début, la commission Barroso, dans l'exposé des motifs en septembre 2011, dit que oui, on va supprimer une partie des échanges, la spéculation à haute fréquence, qui n'apporte rien du point de vue économique et qui est dangereuse en période de crise financière. Donc ça, tous ceux et celles qui font des micros, qui espèrent gagner moins de 0,01%, voilà, si tu les taxes à 0,01, le jour où tu la mets en place, et elle s'applique au 1er janvier 2024, au 2 janvier, tu n'en as plus, effectivement. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas grave. On a fini avec l'esclavage et on arrive à vivre sans esclavage. Je ne sais pas si l'image est bonne, mais il y a des choses qu'on peut supprimer quand c'est inutile, amoral et dangereux. Voilà. Et pour le reste, comme depuis 2013, on a bien compris que ça ne se ferait pas à l'unanimité. Donc, en 2011, la Commission européenne espérait que tous les pays, les 28, à l'époque, on était 28, à l'époque, c'était proposé pour les 28. Et puis, en 2013, on a bien compris que les Anglais, même si Merkel a demandé aux Anglais de stopper leur veto, on a bien compris que ça ne se ferait pas avec tous les pays. Donc, le dispositif, l'article 2 a été musclé. Il y a 2 conditions techniques qui ont été rajoutées pour dire en gros qu'une banque, sauf si elle renonce complètement, sauf si elle renonce à toute activité dans les pays de la coopération renforcée, elle devra payer, la Deutsche Bank ou la Société Générale devront payer ces 0,1 ou ces 0,01. Voilà. Un parallèle qu'on peut faire, même s'il n'est pas tout à fait bon techniquement, mais ça inspire aussi ceux qui travaillent aujourd'hui sur la TTF, c'est la loi FATCA que Barack Obama a fait en 2010. Barack Obama en avait marre de l'évasion fiscale et il a fait passer une loi qui dit qu'aucune banque ne pourra travailler aux États-Unis si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc américain, pour toutes ses filiales, tous les clients. Voilà. C'était un an de bras de fer parce que les banques étaient furieuses, mais Barack Obama et le Congrès ont tenu bon. Et quelques années plus tard, la loi FATCA s'est appliquée.
Et donc, effectivement, toutes les banques doivent être transparentes, sauf à renoncer à être actives aux États-Unis, mais c'est quand même un gros marché. Et donc, elles doivent être transparentes pour tout le fisc et ça fait rentrer quelques milliards dans les caisses du fisc américain. Donc, moi, je ne suis pas un expert, mais tu l'as dit, il y a eu des études d'impact. Il y a 1200 pages, ce n'est pas très écolo, mais j'ai imprimé les 1200 pages de l'étude d'impact que j'ai montré l'autre jour à la ministre allemande pour dire Bettina, tout est prêt. Il n'y a plus qu'une question de volonté politique. Donc, et par contre, c'est pour ça aussi que tu as d'autres projets, c'est pour éviter l'évasion fiscale, éviter la fuite, que le Parlement ne demande pas des projets qui sont plus ambitieux. Tu as des économistes qui ont peut-être raison, mais moi, je suis là pour porter les revendications du Parlement et pour essayer de les faire gagner. Il y en a qui disent qu'on peut avoir une taxe plus importante sur les marchés monétaires. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont raison, et je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir assez. Mais moi, mon but, c'est qu'on gagne dans les 6 mois qui viennent. Mon but est, vu la gravité du problème climatique, si on veut avoir de l'argent pour les hôpitaux, de l'argent pour la recherche, pour le climat, je préfère une taxe. Ça n'est ni, tu as des projets qui disent on pourrait gagner 200 milliards par an avec la grande TTF. Tu en as d'autres, celle de Bruno Le Maire, qui ne font que 4 milliards par an. Voilà. Et moi, je porte celle qui est sur la table depuis 2011. On a toutes les études d'impact. On a y compris l'Autriche qui est d'accord, la Pologne qui est d'accord, le Danemark qui est d'accord. Voilà. Et donc déjà, même si on a seulement 55 milliards, on fera la fête pendant un mois et on se reposera. Et puis après ça, quand on écoute Piketty ou quand on travaille avec Gabriel Zucman, on se dit que si on gagne là-dessus, on partira sur notre projet, la taxe sur les milliardaires ou la taxe ou un impôt européen sur les sociétés pour lutter contre la concurrence fiscale. Et alors, justement, avec le climat comme clé de voûte qui nécessite justement ces financements pour une relance qui soit verte, j'ai envie de revenir sur cette question du climat. Donc, comme tu dis dans ton livre, Michel Rocard parlait d'une crise suicidaire qu'il faut à tout prix éviter. Et pourquoi, en fait? En quoi c'est une crise suicidaire? Qu'est-ce qui va se passer très concrètement? Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du climat? Parce que finalement, c'est une question... L'impact du changement climatique sur notre société, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien assimilé. La phrase de Michel Rocard, je la cite, parce que j'aimais beaucoup Michel et je trouve que c'est une très belle phrase. Il disait ça en août 2007, quand la crise financière venait de commencer aux États-Unis. Beaucoup de gens n'avaient pas compris, mais HSBC venait d'annoncer 10 milliards de pertes sur les subprimes pour la première fois de sa vie. Voilà. Et Michel Rocard disait plus personne n'ose parler du capitalisme. Or, ce système entre dans une crise suicidaire à moyen terme pour l'humanité. Nous autres socialistes devrions être bien placés pour l'expliquer et apporter des solutions. Voilà. Donc, Michel Rocard dit le capitalisme dérégulé amène à une crise suicidaire. La crise suicidaire, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ma grève de la faim et pour lesquelles je suis engagé pendant Mordicus sur le climat. C'est que j'ai passé 2 jours à Bamako, au Mali. Il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil. Les gens de Bamako te disent que le sida, le VIH, a fait des milliers et des milliers de morts en Afrique, mais le climat va en faire autant. Il y avait là un chercheur, j'ai passé 2 jours avec des chercheurs et des ONG, et l'un des jeunes chercheurs climatologues est le fils d'un pasteur, de quelqu'un qui avait un troupeau, et il me disait que la sécheresse qu'on vit au Sahel, en ce moment, tout le monde s'en fout, mais c'est la plus grave sécheresse depuis 1600 ans. Voilà, et que si on continue, pour l'Afrique, les prévisions moyennes, mais l'Afrique c'est immense, c'est ridicule de parler de l'Afrique au singulier, mais dans beaucoup de zones d'Afrique, les récoltes vont être divisées par 2. Il y aura moins d'eau et plus d'évaporation. Et quand l'eau arrive, elle arrive de façon catastrophique, elle fait des dégâts, elle n'arrive pas à rentrer dans le sol qui est trop sec. Et donc, globalement, beaucoup de prévisions, c'est d'ici 30 ans, il y aura des récoltes divisées par 2, alors que la population va doubler. Donc, il n'y a pas besoin d'être des génies pour comprendre qu'il y a un petit problème. S'il y a 2 fois moins de nourriture et qu'il y a 2 fois plus de personnes, voilà. Donc, on voit la souffrance derrière. Vraiment, en revenant de Bamako, je faisais vraiment des cauchemars. On connaît tous cette image au Vietnam d'une petite fille qui traverse un pont et on voit qu'elle souffre. Voilà, qu'il y a eu. Et vraiment, plusieurs nuits, je voyais une petite fille comme ça qui travaille avec des scènes d'horreur derrière. Et quand c'est pas pour rien si le GIEC, mais Jean Jouzel et les autres ont eu le prix Nobel de la paix, ils ont payé le prix Nobel de physique ou de chimie. Ils passent leur temps à analyser du CO2, à analyser du méthane, à aller faire des carottes de glace au risque de leur vie. Il y a un climatologue qui est mort il y a quelques semaines encore. On l'oublie, mais ils font du travail, des conditions difficiles pour mieux comprendre le fonctionnement des océans ou des glaces. Mais ils n'ont pas eu le prix Nobel de chimie ou de physique, ils ont eu le prix Nobel de la paix. Parce que quand la Banque mondiale, moins pessimiste que l'ONU, la Banque mondiale annonce 150 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, voilà, donc 90 millions qui devront quitter le pays où ils sont nés en Afrique. C'est pour ça que l'Europe a aussi une vraie responsabilité, parce que la Banque mondiale dit que c'est en Afrique qu'il va y avoir le plus de dégâts et que 90 millions d'hommes et de femmes auront le choix entre mourir sur place ou bouger, essayer de traverser la Méditerranée pour avoir une chance de survivre. Donc, personne ne pense qu'on arrivera à accueillir de façon fraternelle et non violente
ces millions de gens qui auront le choix entre mourir là où ils sont nés ou essayer de fuir ailleurs. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. Voilà. Vraiment, les climatologues sont de plus en plus pessimistes. Ce week-end, je suis retourné à Paris et je suis allé prendre un verre chez Jean Jouzel. C'est vraiment un ami qui voulait prendre de mes nouvelles, voilà, vérifier que j'avais bien recommencé à grossir, parce que ça m'inquiétait comme Bernet perdu autant de kilos. Et donc, mes gens m'a dit que, je lui ai dit, tu sais, il y a Hervé Le Treut. Hervé Le Treut, c'était le chef de tous les climatologues français, l'IPSL, jusqu'à il y a un an. Et Hervé Le Treut a participé à un de nos Facebook Live pour nous soutenir. Et Hervé Le Treut a lâché cette phrase un peu terrible, je ne pensais pas voir ça. Je ne pensais pas voir ça, en parlant des indicateurs du climat, voilà. Et j'ai dit à Jean Jouzel, mais tu as vu, Hervé est super, encore plus pessimiste. Ça fait un an que je ne l'ai pas parlé avec lui longuement. Voilà. Et Jean Jouzel m'a dit, mais tu sais, moi aussi, Pierre, les indicateurs de 2020, je pensais les voir en 2030. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère, le niveau de méthane, je pensais les voir en 2030 ou 2035. Donc, le niveau de CO2, les concentrations de CO2 en partie par million dans l'atmosphère. Voilà, tout à fait. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Merci de me donner. Voilà. Désolé si je suis trop lent, mais c'est juste que voilà, ça c'est. Non, mais je pense que c'est quand même important parce que si on est là ce soir, si vous êtes tous et toutes là, si vous êtes convaincus, mais il faut qu'on trouve des arguments autour. Si j'ai réussi à avoir 6 groupes, c'est pas pour raconter ma life, mais il y a plein de gens qui se foutent de ma gueule pour mes graphiques, au PS ou à Europe Écologie, Alain Routuro revient avec ses graphiques. Honnêtement, j'en ai marre de montrer les mêmes graphiques 3 fois par jour. Je m'en suis dit que j'arriverai à vivre sans graphique, mais c'est juste que ça permet aux gens de réfléchir. Ça, c'est la courbe du CO2 à Mauna Loa, comme tu viens de le dire. Donc, c'est un observatoire à 3000 mètres d'altitude qui a été construit en 1958. Donc, c'est quand même intéressant de se dire que déjà en 1958, il y avait déjà un certain consensus chez les scientifiques et dans l'armée américaine et à la NASA pour qu'ils prennent le risque d'aller à 3000 mètres d'altitude, loin de toutes les pollutions. C'était quand même pas évident que la NASA se donne les moyens et l'armée d'aller faire un observatoire à 3000 mètres d'altitude. Donc, déjà en 58, il y avait déjà un gros doute, une quasi-certitude sur le fait qu'il y avait un problème avec le CO2. Et donc, ça, c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on a le CO2 dans l'atmosphère. Au début, il augmentait de 0,9 unités chaque année. Au début, la courbe du CO2 augmentait de 0,9 unités. Et puis, depuis 10 ans, ça a augmenté de 2,4, plus 2,4. Et cette année, en 2020, ça est sans doute plus 2,8. L'année n'est pas finie, mais on va être sans doute, voilà. Donc, c'est vraiment flippant. Et je le répète, le CO2 qui vient directement de nos usines, de nos camions, de nos voitures, a diminué, mais les feux de forêt ont pris une telle ampleur, le monstre échappe à ses créateurs. Les feux de forêt en 2020 font plus que compenser la baisse du CO2 qui vient de l'économie. Donc, et ça, c'est un cercle vicieux. Le dérèglement climatique fait plus de feux de forêt, les feux de forêt font du CO2 et qui accélèrent le dérèglement climatique. Un autre cercle vicieux très connu, et on sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur, et qu'une surface foncée, elle va absorber la chaleur. Et donc, quand la glace fond, que ce soit les glaces de l'Himalaya, les glaces des Pyrénées ou les glaces du pôle Nord et du pôle Sud, quand le réchauffement climatique fait fondre la glace, et donc il y a de moins en moins de surface blanche pour renvoyer la chaleur, donc l'eau qui est en dessous va stocker encore plus de chaleur. Donc on n'a jamais vu autant d'ouragans cette année 2020. Et donc on voit bien tous les cercles vicieux, voilà. Et c'est pour ça que une autre façon de parler de façon moins scientifique, quand j'étais petit, je faisais du toboggan, parfois avec un toboggan en 2 pentes. J'aime bien raconter ma life. Au début, quand le toboggan va lentement, si on a la trouille, on peut encore s'arrêter et remonter. Donc, au début, voilà. Et puis, à un moment, quand on est sur la 2e pente du toboggan, même si on a vraiment la trouille et qu'on c'est foutu. Et donc là, les climatologues nous disent qu'il y a un moment où même si tout le monde a compris, et même si, voilà, ce sera trop tard. Les cercles vicieux auront pris une telle ampleur, et là, ce sera le chaos, et là, ce sera un bazar monstrueux, pour parler poliment devant une jeune fille, là, ce sera le chaos. Quand toute l'humanité aura compris qu'on est parti pour un manque d'eau, qu'on va se faire la guerre parce qu'il n'y aura pas de l'eau pour tout le monde, qu'il n'y aura pas de céréales pour tout le monde, là, ce sera le chaos. Voilà. Et là, tous les politiques mériteront qu'on leur envoie des pierres parce que les climatologues auront fait plein de rapports. Donc, c'est ça qui est quand même terrifiant. C'est pour ça que j'ai fait une action non violente comme la grève de la faim. Mais il y a des jours où je me dis que les coups de bâton seraient mérités. Ils ont quand même des milliers de morts sur la conscience. Il y a déjà des milliers de gens qui meurent chaque année à cause du climat. Je l'ai dit, 440 personnes qui sont mortes dans les feux de forêt en Australie. 440, c'est des chiffres officiels en Australie. 1000 morts en Afrique avec le cyclone Idai, sans compter ceux et celles qui ont perdu leur maison, qui vont faire des cauchemars parce qu'ils ont vu leur fille ou leur compagnon mourir devant elles. Donc déjà, il y a des milliers de morts avec le dérèglement climatique. Ils font des grandes conférences. J'étais invité au One Planet Summit, encore là le 12 décembre. Il y a des chefs d'État qui vont venir de toute la planète en avion pour dire le climat, c'est notre priorité, le climat, c'est notre priorité. Mais il faut vraiment... j'aime beaucoup une phrase de Václav Havel qui dit le rôle du citoyen n'est pas de juger les politiques, mais de dire la vérité et d'obliger les politiques à agir. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai Václav Havel. D'ailleurs, je suis là chez moi à Bruxelles, enfin un appartement que je loue pour bosser. Et il y a une très belle phrase, on voit le mur de Berlin qui est tombé. Et Václav Havel dit chacun de nous peut changer le monde,
même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde. C'est des gens sans importance qui ont fait tomber le mur de Berlin en 89. Si on avait attendu les grands chefs politiques en 89, je pense que le mur de Berlin serait encore là. Mais ce sont des citoyens comme vous et moi qui en avaient marre, qui se sont mis en mouvement. Au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000. Ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et après ça, les politiques, Gorbatchev, Helmut Kohl, ont géré les conséquences. Et je crois qu'aujourd'hui, si on attend Merkel et Macron, on va avoir du mal. Donc, il faut leur foutre une pression citoyenne très forte. Mais justement, qu'est-ce qui explique l'inertie de la part des dirigeants? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que c'est la faute de personnes individuelles? Ou est-ce que c'est aussi lié peut-être à une organisation qui n'est pas assez bien ficelée? Je pense qu'il y a un peu de tout. Quand j'étais consultant, on faisait des arbres des causes où il y avait toujours 7 ou 8 causes pour montrer qu'on n'était pas des monomaniaques. Mais après ça, quand même, on hiérarchisait les 2 ou 3 causes les plus importantes et les 2 ou 3 priorités. Je crois que les questions d'organisation dont tu parles sont vraiment importantes. Moi, j'ai fait 1 an à Matignon avec Michel Rocard et j'en suis sorti avec la conviction qu'il faudrait 2 équipes avec les premiers ministres, avec les présidents ou avec les ministres ou présidentes. J'espère qu'un jour on aura une femme. C'est qu'il y ait une équipe de pompiers qui éteint les incendies et une équipe d'architectes qui prépare la suite. Parce que si c'est les mêmes qui sont en même temps éteindre les incendies à préparer la suite, évidemment, tous les soirs, ils se couchent à minuit, ils sont crevés, ils n'ont pas eu 1 heure pour réfléchir à la suite, parce qu'il y a tellement de problèmes à régler. Il y a le commissariat au plan maintenant. Pardon? Ils ont remis le commissariat au plan maintenant. Donc, bonne idée. Entre Bernet, je soutiens François Bayrou, on pourra lui dire que voilà. Mais je ne suis pas sûr que le commissariat au plan, si en fait, ça ne nous a pas échappé que dans la Ve République, il y a quand même beaucoup de décisions qui reviennent au chef, à l'Élysée. Et si le chef dort 4 heures par nuit et que toutes les décisions reviennent au chef et qu'il doit gérer en même temps les urgences, le Covid, la police, le prochain sommet, il y a le Brexit. Putain, le Brexit, on croyait que c'était fini, il nous casse les pieds avec la pêche. Donc, et le Brexit, il faut effectivement trouver une solution cette semaine. Donc, peut-être que le climat peut attendre le mois prochain, que la lutte contre l'échec scolaire peut attendre dans 3 mois. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faudrait dans toutes nos équipes que d'abord, que quand on arrive au pouvoir, on ait vraiment réfléchi. Parce que c'est trop facile de dire comme Mitterrand, je vais prendre le pouvoir pour vous le rendre, ou bien comme François Hollande, mon adversaire, c'est la finance. Donc, on a quand même des équipes qui arrivent au pouvoir sans avoir beaucoup réfléchi. Alors, le monde est quand même un peu complexe. Et après ça, une fois qu'on arrive au pouvoir, on n'a plus beaucoup de temps pour réfléchir. Et puis que parmi ceux et celles qui entourent les leaders, il y a une équipe qui est là de pompiers, on éteint les incendies, et une équipe, voilà. Donc, ça, c'est pour répondre à quand Camille dit est-ce qu'il y a un problème d'organisation? Oui, il y a un problème d'organisation, en particulier en France. Le pouvoir est concentré aux mains d'une toute petite équipe, pour ne pas dire d'une seule personne. Je crois que quand la dictature est tombée en Roumanie, on m'a expliqué que les élites européennes étaient allées voir les Roumains en disant si on passe trop vite d'une dictature à un système démocratique, c'est pas possible. Donc il faut une étape intermédiaire. L'étape intermédiaire, c'est la Ve République comme en France. Il y a un côté sympa, les gens vont voter, mais en fait, le pouvoir est concentré aux mains quand même d'une seule personne. Voilà. Donc, je pense que c'était déjà, derrière les bouquins, j'ai des bouquins de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France avait des pages magnifiques pour dire que le manque de justice sociale vient d'un manque de démocratie et que dans un pays qui est un peu démocratique, on devrait avoir quand même une vraie avancée vers la justice sociale. Et je pense que si Mendès France était là aujourd'hui, il dirait que le manque de justice climatique vient d'un manque de démocratie. Nicolas Hulot était quand même un des 3 hommes politiques préférés des Français. Il a démissionné en disant Emmanuel Macron est gentil avec moi, il me dit des choses gentilles, mais les faits ne sont pas du tout à la hauteur. Et Nicolas Hulot disait il y a un lobby pétrolier qui veut continuer à vendre du pétrole, il y a un lobby financier qui ne veut faire aucun effort. Et Nicolas Hulot est venu 2 fois par Internet pour me soutenir pendant la grève de la faim, pour dire qu'il regrettait que j'ai fait une grève de la faim, mais qu'il était complètement d'accord. Donc il y a le poids des lobbies, donc c'est pour ça qu'il faut un lobby citoyen. Je ne l'ai pas dit, mais il y a un site taxonslaspéculation.eu. taxonslaspéculation.eu. Vous pouvez nous aider pour interpeller Macron, Merkel. Vous pouvez faire des vidéos. Vraiment, j'aimerais que chacun de vous se dise bon, Pierre, il parle trop vite, il n'y arrivera pas comme ça. Il parle trop vite et il est trop techno. Je vais faire une vidéo qui va faire bouger les choses. Donc, moi, mes vidéos, elles sont bien, mais elles sont vraiment techno. Je plafonne à 300 000 ou 400 000. Il y a des copains de Bruxelles qui ont fait une vidéo qui arrive à 3 200 000. Mais je dis ça sérieusement, Camille, tu souris, et c'est peut-être une de vos vidéos, qui va vraiment faire le buzz. La Banque du Climat, quand on a lancé l'idée de la Banque du Climat avec Jean Jouzel, tout le monde rigolait, tout le monde se foutait de nous. Et puis, il y a une vidéo où j'expliquais en parlant un peu lentement. La banque, il y a eu 5 500 000 personnes qui ont vu la vidéo, 5 500 000.
Et Emmanuel Macron a dit que la Banque du climat était une de ses priorités. Donc vraiment, ceux et celles, là je ne vois que Camille et Nathan, mais je crois qu'il y a d'autres personnes derrière, j'espère. En tout cas, même s'il n'y a que Camille et Nathan, est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes en vous disant le Pierrot, il a une bonne idée, mais il n'y arrivera pas, il parle trop vite. Donc, est-ce que vous pouvez vous dire, soit tout seul, soit avec 3 copains, vous faites un brainstorming, vous buvez un verre de vin en gardant vos distances, et puis vous faites une vidéo, et c'est peut-être votre vidéo qui va déchirer, voilà, et qui va nous aider pour gagner la partie. Donc oui, le lobby bancaire est très puissant, oui, et donc c'est pour ça que j'ai fait la grève de la faim, parce que les lobbies, ils ont peur de la lumière. C'est comme les vampires, et quand j'étais petit, on m'a expliqué que les vampires avaient peur de la lumière ou de l'ail. Voilà. Et donc, les lobbies, si tout se passe dans une salle de négociation au 3e étage du Berlaymont, là-bas à la Commission européenne, entre gens qui ont l'habitude, de toute façon, on sait bien qu'on ne va pas en parler, on sait bien que tout le monde n'est pas d'accord, c'est compliqué, on en parlera dans 15 ans. Donc, si la négociation, c'est des gens gris qui parlent gris toute la journée, évidemment, les lobbies bancaires peuvent tirer les ficelles. Par contre, il y a des millions de gens, et je crois que la grève de la faim a aidé, il y a au moins 4 ou 5 pays où on a des millions de gens qui en ont entendu parler et qui se disent mais il y a un vrai enjeu là et peut-être qu'il y a une bonne solution. Voilà, mon but c'est qu'il y ait un lobby citoyen qui pousse et qui fasse reculer le lobby financier. Mais ce n'est pas justement le but de la démocratie, enfin le but de notre vote, déjà de… Je connais cette théorie. Mais d'ailleurs, ce n'est pas votre première… Vous avez justement, avec Jean Jouzel, pris une initiative, celle du pacte finance-climat aussi. Tout à fait. Non, attends, je redeviens sérieux sur ma Camille, sur la question de la démocratie. Quand on voit ce qui se passe en Chine ou en Inde ou ailleurs, on peut quand même se dire qu'on a de la chance d'être dans des pays démocratiques. Il y a des hommes et des femmes qui sont battus pour qu'on vote. Mais au niveau européen, on est quand même un système démocratique très, très imparfait. Le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir, il ne faut pas le dire aux députés, mais même la Cour de Karlsruhe en Allemagne considère que nous ne sommes pas un vrai Parlement, tellement on a très peu de pouvoir. Et c'est les chefs d'État qui décident l'essentiel. Et hélas, et à chaque fois que je vois un responsable allemand, je commence par m'excuser, Entschuldigung. Je commence vraiment par m'excuser parce que ça fait 30 ans, depuis 89, depuis la fin du mur, que les dirigeants allemands, droite et gauche, nous disent qu'il faut mettre en place une Europe plus démocratique. Quand Helmut Kohl a dit oui à Mitterrand pour l'union monétaire, Mitterrand avait peur que l'Allemagne regarde trop vers l'Est. Et Mitterrand a dit dès 3 jours après la fin, ou quelques jours après la fin du mur, qu'il fallait aller vers l'union monétaire. Helmut Kohl a fait une lettre pour dire oui à l'union monétaire, mais il faut une union politique plus démocratique. Mitterrand n'a pas répondu. Deuxième lettre, un mois plus tard d'Helmut Kohl. Mitterrand n'a pas répondu. En 93, c'est Schäuble et Lammers. Schäuble est aujourd'hui président du Bundestag, qui disent l'Europe va mourir s'il n'y a pas un système plus démocratique. Et Balladur ne répond pas. En 2000, c'est le grand discours de Joschka Fischer. Joschka Fischer était le ministre allemand des Affaires européennes. Un discours magnifique en mai 2000 à l'université de Humboldt, où Joschka Fischer dit l'Europe va crever, les citoyens ne comprennent plus rien, l'unanimité, c'est la fin de la démocratie. Il n'y a aucun groupe humain qui marche à l'unanimité. Donc Joschka Fischer dit qu'il faut élaguer les compétences, l'Europe ne doit pas s'occuper de tout, mais là où on a besoin d'être ensemble pour retrouver une souveraineté, contrairement à ce que dit le Front National, ce n'est pas un abandon de souveraineté. Il y a des domaines où nous n'avons plus de souveraineté au niveau national. Sur la monnaie, c'est au niveau européen qu'on a une souveraineté. Sur les questions de défense, si on veut face à la Chine, face aux États-Unis, ce n'est pas l'armée française qui suffit, voilà, même si elle fait le maximum de… Voilà. Donc, Joschka Fischer dit on n'a pas besoin de l'Europe partout, il faut élaguer les compétences. Il y a des moments où l'Europe doit arrêter de s'occuper de casser les pieds aux gens. Mais là où on a besoin d'être ensemble, il faut un système parlementaire. Et Joschka Fischer dit on arrête avec l'unanimité, on met en place un système parlementaire, les citoyens votent une fois tous les 5 ans, il y a une majorité au Parlement, et cette majorité désigne un gouvernement, la Commission européenne, ce n'est pas 28 des gens de familles politiques différentes, et une fois tous les 5 ans, il y a un vrai débat, et le Conseil des chefs d'État, on ne va pas les tuer, mais on les garde comme un Sénat qui a beaucoup moins d'importance. Voilà. Et là, c'est la France qui a dit non. Joschka Fischer a fait un discours magnifique. Il a fallu plus d'1 an à Lionel Jospin pour répondre. Et la presse allemande a dit avec quand même beaucoup de tristesse Lionel Jospin a pris plus d'1 an pour répondre. Donc, on pensait bien que ce ne serait pas une déclaration d'amour, mais qu'il n'y avait même pas un mot sur l'amitié franco-allemande dans le discours de Jospin. Donc, c'est pour ça que je m'excuse. Vraiment, à chaque fois, j'ai Entschuldigung quand je vois un dirigeant allemand, que ce soit à Berlin, à Bruxelles, parce que ça fait 30 ans que droite et gauche, les Allemands disent il faut une Europe plus politique, et qu'à chaque fois, c'est les Français, c'est Mitterrand, c'est Balladur, c'est Jospin qui votent en touche. Donc, raison de plus pour que la France là, aide à relancer un vrai projet européen. Et une des façons de le faire, c'est une taxe sur la spéculation qui va donner plus d'argent pour le climat, pour la santé, pour l'emploi. Et je pense qu'on peut gagner la bataille dans les 6 mois, en commençant, je répète, pour ceux qui nous rejoignent, peut-être par une coopération renforcée. Tous ceux qui vous disent que l'Europe, c'est foutu parce qu'il faut de l'unanimité, on l'entend quand même beaucoup en France, à droite comme à gauche, c'est du pipeau. Il y a des domaines où l'unanimité existe, je l'ai dit, et c'est
dangereux. Le budget pluriannuel, le budget pour les 7 prochaines années, il est décidé à l'unanimité. Mais c'est faux de dire que toutes les questions sont à l'unanimité. Comme Schengen, le fait, vous savez, qu'on peut aller de la France à l'Espagne sans avoir des barrières, sans avoir à faire 2 heures de queue pour que le douanier… Voilà, l'espace Schengen, on a commencé avec 5 pays au début. 5 pays dans l'espace Schengen. On était 8 l'année suivante. Et maintenant, on est 26. Voilà. La monnaie unique, je ne crois pas non plus qu'on ait l'unanimité, les 27, les 28. Voilà. Donc, c'est un argument de paresseux de se dire que, oh, moi, j'aimerais bien, mais il faut l'unanimité, donc ce n'est pas possible. Donc, c'est faux. Et je suis très heureux de le répéter. La Commission européenne, dans ce qu'on a obtenu dans la négociation, et peut-être que ma grève de la faim n'a pas été inutile là-dessus, dans l'accord qu'il y a eu entre le Parlement il y a un mois, et beaucoup de gens ne le savent pas, beaucoup de gens ne l'ont pas dit, aucun journal ne l'a dit, on a obtenu quand même une déclaration écrite de la Commission européenne qui dit qu'on n'a pas besoin d'unanimité, qu'on peut relancer la coopération, mettre la dernière main à la coopération renforcée sur la taxe sur les transactions financières, et que s'il y a un accord dans les 2 ans qui viennent, la Commission européenne a écrit que s'il y a un accord dans les 2 ans qui viennent, on pourra en faire une ressource pour l'ensemble du budget européen. Voilà, donc ça veut dire quand même que ça bouge, que nous, on va se battre. On va prendre quelques jours de vacances pour Noël, mais dès le début janvier, avec tous les syndicats européens, avec plein d'ONG climat, des gens de droite et de gauche. J'ai découvert que le prince Albert avait toujours été favorable à la taxe Tobin. J'avoue que donc ça, on l'appelait, comme Nathan a dit, la taxe Tobin, du nom de James Tobin, le prix Nobel qui avait inventé cette idée. Donc il y a des gens très différents de droite et de gauche qui veulent nous aider pour relancer la campagne en janvier. Et je le répète, c'est Antonio Costa qui va prendre les rênes après Angela Merkel. C'est Antonio Costa pendant 6 mois. Et Costa a prévu 2 grandes conférences sur le climat, dont une qui est consacrée à comment financer le plan climat, une grande conférence sociale. Et Costa, a priori, a envie d'avoir un accord historique sur ces questions. Donc, il n'y arrivera pas tout seul, parce que si la France continue à bloquer, je pense qu'Antonio Costa ne pourra pas avoir un accord sur la TTF, mais en particulier en France, mettons une pression intelligente sur le chef d'État, le chef de l'État. Ton discours disons, tranche un peu avec ce qui peut se dire en France, parce qu'on a plutôt l'impression qu'en France, c'est plutôt l'Allemagne qui est dans une attitude non coopérative sur l'Europe, alors qu'au contraire, nous, on a une attitude beaucoup plus coopérative, typiquement sur la question grecque, on a apparu en tout cas plus coopératif. Sur le plan de relance européen, la France a aussi quand même fait beaucoup d'efforts, en ayant quand même des conditions assez peu avantageuses par rapport, par exemple, à l'Allemagne ou à d'autres pays pour lesquels elle a fait plutôt des sacrifices, mais tu penses que la France ne fait pas assez sur le volet européen, en tout cas? Pardon, je n'ai pas dit en général. Je suis d'accord avec toi pour dire que pour la Grèce, il y a 5 ou 6 ans, je suis fatigué, quand la Grèce souffrait le martyre, on était quelques-uns à dire que la Banque centrale européenne et les dirigeants allemands, ce n'est pas l'Allemagne, c'est les dirigeants allemands de l'époque et la Banque centrale déconnaient, que la Grèce avait un excédent primaire, que la Grèce, 10 ans plus tôt, avait menti, que la Grèce, les gouvernements qui avaient été foutus dehors par le peuple avaient menti, avaient fait des cadeaux fiscaux à leurs copains, n'avaient pas voulu mettre en place une fiscalité, mais qu'il y a 5 ans, quand la Grèce souffrait le martyre, parce qu'il y avait des hôpitaux, il n'y avait plus de morphine, c'était quand même l'austérité qu'on a imposée à la Grèce, et donc on était plusieurs à dire que ce n'était pas possible, et y compris à rappeler que l'Allemagne avait profité d'une annulation de la dette. Donc il y a 5 ou 6 ans, j'étais parmi les gens qui critiquaient les dirigeants allemands, ou de même que j'ai critiqué la politique de Schröder sur les petits boulots. Voilà. Donc l'Allemagne, ce n'est pas un bloc. Autant Schröder, la politique de Schröder sur les petits boulots, Hartz, c'est une catastrophe. Mais par contre, en 2009, c'est Angela Merkel qui a fait quasiment le contraire avec le Kurzarbeit, où au lieu d'avoir des licenciements massifs, les syndicats se sont enfin réveillés en 2008-2009 et ont imposé à Merkel de faire le Kurzarbeit, c'est-à-dire travailler moins pour licencier moins. Et il y a eu 1 500 000 salariés allemands qui ont profité d'un système qui, au lieu d'être licenciés, si l'entreprise est en difficulté, s'il y a 30% de travail en moins à cause de la crise, au lieu de couper 30% des effectifs comme on le faisait en France, parce que Sarkozy me disait qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Donc, Sarkozy et Merkel ont fait 2 choses complètement opposées en 2009. C'est pour dire que l'Allemagne, ce n'est pas linéaire et tout le monde n'est pas dans le même… Voilà. Je répète, en 2004, Schröder a fait un truc catastrophique. Je n'ai pas de mot poli, multiplication des petits boulots. Et encore aujourd'hui, il y a 6 500 000 Allemands, 6 500 000 Allemands qui ont des mini-jobs à 450 €. Donc, 4 millions, non, c'est le seul job. 4 millions, c'est les chiffres du ministère du Travail allemand. 4 millions d'hommes et de femmes dont le seul job, c'est 450 €. Et ça, merci, c'est les sociaux-démocrates allemands. Je suis dans le groupe social-démocrate au Parlement. Et donc, Schröder a vraiment du sang sur les mains. Je rappelle que le chômage n'est pas un problème théorique, que rien qu'en France, il y a 15 000 morts chaque année. Quand je dis qu'ils ont du sang sur les mains, c'est réel, hélas. L'INSERM dit qu'avant la crise de 2008, le chômage faisait 15 000 morts chaque année en France. Donc, accepter un tel niveau de chômage ou provoquer une telle précarité, c'est inacceptable. Merkel, par contre, en 2009,
a accepté, à la demande des syndicats, de faire tout pour éviter les licenciements. Et le système de Kurzarbeit, c'est travailler moins pour licencier moins. Si une entreprise a 30% de travail en moins, au lieu de couper 30% des effectifs, elle baisse le temps de travail, elle garde tout le monde, on baisse le temps de travail de 30%, on baisse le salaire de 30%, mais Merkel et les partenaires sociaux maintenaient 95% du revenu. Les gens baissaient leur salaire, mais avaient un chèque qui fait qu'ils gardaient 95% du revenu. Et ce n'est pas juste 3 patrons de l'économie sociale et solidaire qui sont vraiment courageux, c'est 1 500 000 salariés qui en ont profité. Donc, évitons les caricatures. Moi, je n'en peux plus quand on nous explique que tout ce qu'il fait en Allemagne est génial, ou que l'Allemagne, c'est les plus grands méchants. Voilà, non, en fait, non. Et sur la question de l'Europe, l'Allemagne a eu un rôle, les dirigeants allemands ont eu un rôle catastrophique quand on a foutu la Grèce à genoux avec une souffrance terrible pour des millions de Grecs. Mais fort heureusement, là, peut-être parce que la crise économique est assez grave, Angela Merkel, je me souviens d'un haut fonctionnaire allemand qui, au mois de mars, en même temps, à 2 jours d'intervalle, j'ai eu un conseiller d'Angela Merkel qui m'a dit qu'il trouvait ça très intéressant, nos idées, qu'il pensait qu'on pourrait avoir un accord. Ça, c'était un vendredi, je suis parti en week-end très optimiste. Et le lundi, il y a un haut fonctionnaire allemand qui me dit non, Pierre, Angela Merkel ne pourra jamais accepter un plan de relance financé par la dette, puis des ressources propres. Ce n'est pas tellement qu'elle a peur de la droite allemande, il m'a dit, c'est qu'elle a peur que de nouveau Brexit et que les Néerlandais partent. Donc en mars, quelqu'un qui est très haut placé, qui rencontre régulièrement Angela Merkel, disait qu'elle ne pourra jamais accepter. Et puis, au mois de mai, il y a eu la conférence Merkel et Macron pour proposer cette dette commune. Et Emmanuel Macron a eu un rôle tout à fait positif. Je viens de critiquer Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, mais j'ai envoyé des SMS à Macron pour le féliciter avec Merkel. Et il n'y a aucun doute que la France a bien aidé Angela Merkel à avancer là-dessus. Et voilà. Donc, ce n'est pas tout d'un bloc, mais aujourd'hui, l'Allemagne est favorable à la taxe sur les transactions financières. J'ai là un ministre allemand, je ne vais pas vous sortir toutes les études, mais le ministre allemand, le ministre allemand de la CSU, c'est la droite bavaroise, comment il s'appelle lui, Gerd Müller, qui a sorti une étude faite par le Kiel Institute for Weltwirtschaft au mois de mars, qui dit que malgré le Brexit, une taxe sur les transactions financières peut rapporter 60 milliards. Donc le ministre du développement d'Angela Merkel, la droite bavaroise, dit nous voulons relancer la négociation sur la vraie TTF qui peut rapporter 60 milliards chaque année. Olaf Scholz, le ministre des Finances, a dit il y a un mois qu'il fallait relancer la négociation en disant je suis plus optimiste parce qu'il y a 2 problèmes à régler, le financement du Green Deal, mais aussi qui va rembourser la dette commune. Et il dit que parmi les 2 solutions les plus intéressantes, il y a la taxe sur les transactions financières. Donc, et si on est honnête, l'équipe d'Emmanuel Macron et son équipe ont fait du bon boulot pour obtenir le plan de relance et pour éviter un effondrement de nos économies. Et heureusement qu'on l'a fait parce qu'il en aurait une flambée du chômage encore pire. Voilà, donc vraiment, mais par contre, pour préparer la suite, on a l'impression qu'il était OK pour éviter un effondrement du vieux monde, mais pour ce qui est de préparer la suite, en particulier d'agir pour le climat et la biodiversité, quitte à taxer la spéculation, là, c'est la France qui bloque. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre autrichien des Finances et personne ne m'a contredit. Et justement, pour rebondir sur le climat, donc je disais tout à l'heure qu'avec Jean Jouzel, vous aviez travaillé sur le pacte finance-climat avec une association pour fédérer des citoyens. Justement, ce projet, est-ce que tu peux un peu revenir dessus pour les spectateurs qu'on salue d'ailleurs, qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, et nous dire un peu où en est ce projet? L'idée qu'on a lancée avec Jean Jouzel était déjà dans le collectif Roosevelt. En 2012, on espérait la victoire de François Hollande, mais on pensait que son projet n'était pas du tout à la hauteur. Donc, avec Stéphane Hessel, avec Edgar Morin, avec Dominique Méda, avec Cynthia Fleury, avec le petit-fils de Roosevelt, Curtis Roosevelt, qui était venu, on avait créé le collectif Roosevelt en disant le monde a changé, mais quand même on peut s'inspirer de ce qui marche. Quand Roosevelt est arrivé aux États-Unis au pouvoir en 1933, le pays était sinistré. Il y a des millions de gens qui étaient dans la plus grande pauvreté, des millions de gens qui n'avaient plus aucun espoir, qui pensaient que la politique était inefficace, parce que Roosevelt succédait à Hoover. Un des surnoms de Hoover, c'était Do Nothing. Il n'a rien foutu pendant 4 ans. Et donc, beaucoup de gens étaient complètement désespérés. Et Roosevelt arrive au pouvoir. Et il y a un petit livre que je vous conseille de René Raymond sur la vie, l'économie aux États-Unis. Et René Raymond montre comment, alors que Roosevelt est paralysé, il n'est pas tout jeune, il ne peut même pas se lever tout seul, il fait passer 15 réformes en 3 mois. Et René Raymond dit qu'on n'a jamais vu une telle efficacité politique, que Roosevelt parle aux citoyens. Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques et demain, je fais voter par le Congrès une réforme des banques. Et les 2 assemblées sont convoquées, les 2 assemblées votent le texte le même jour et Roosevelt signe le soir et ça s'applique le lendemain. Une semaine après, c'est mes amis, je vais vous expliquer pourquoi le revenu des paysans a tellement diminué. Et demain, je demande au Congrès de faire une réforme des marchés agricoles.
et les deux assemblées votent, et le soir, Roosevelt signe, et une semaine après, les paysans voient leur niveau de vie. Voilà. Donc, Roosevelt parle à l'intelligence des gens, il tient bon face au lobby, et il n'a pas tout réglé. Alors, voilà, au bout de 2 ans, il faut faire un deuxième New Deal parce que le premier n'a pas marché. Mais quand même, au moment où l'Europe va vers la barbarie, il y a quand même un moment où il faut comparer l'évaluation des politiques publiques. Roosevelt arrive à un pays où la crise était plus grave qu'en Europe, mais il a sauvé la cohésion sociale et sauvé la démocratie. Il est réélu tant qu'il est vivant, mais c'est le moment où l'Europe va vers la barbarie alors que la crise était moins grave au début en Europe. Donc ça veut quand même dire que la politique de Roosevelt, le New Deal, d'où le nom aussi de Nouvelle Donne, était plutôt… Voilà. Donc dans nos 15 propositions, donc on s'est inspiré des 15 propositions, des 15 grandes réformes du New Deal de Roosevelt, et il y avait déjà, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est l'autocollant qui est sur mon ordinateur, notre slogan c'était « Pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards en 2008, pourquoi on ne pourrait pas mettre 1000 milliards pour sauver le climat ?» Et dans les milieux de la gauche intelligente, c'était un bon argument, et beaucoup de gens disaient « Mais ce n'est pas sérieux, Pierre, la Banque centrale l'a fait une fois en 2008 pour éviter une catastrophe, mais jamais, jamais la Banque centrale ne voudra créer de nouveau de l'argent. » Or, depuis, si tu as lu les différents bouquins, on montre comment Mario Draghi, depuis avril 2015, avait relancé la planche à billets. On appelait ça du quantitative easing pour faire chic. Autrefois, on appelait ça la planche à billets parce que c'était une planche qui tournait vraiment pour faire des billets. Et donc, Mario Draghi, je ne vous parle plus des 1000 milliards qui ont été mis sur la table en 2008, en urgence. Tous les problèmes juridiques ont été réglés en 5 jours. Mais à partir d'avril 2015, y compris l'Allemagne est en train de retomber en récession. C'est pour ça que l'Allemagne a laissé faire Mario Draghi. La Banque centrale a créé 2600 milliards d'euros. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la Banque centrale, en 3 ans, à partir d'avril 2015, a créé 2600 milliards d'euros. Et on a montré dans un livre avec Jean Jouzel, et c'est parce que Philippe Maystadt, qui était le patron de la Banque européenne d'investissement, nous a beaucoup aidé. Et là, Philippe Maystadt est mort il y a 2 ans, mais il nous a beaucoup aidé pour ne pas dire de bêtises sur ce qu'avait fait la Banque centrale européenne. On a montré que sur les 2600 milliards créés par la Banque centrale européenne, seulement 11% étaient allés dans l'économie réelle. Et le reste, soit est redéposé tout de suite à la Banque centrale, soit va à la spéculation. Je rappelle les ordres de grandeur, parce que je parle peut-être trop vite, mais je rappelle, Nicolas Hulot a démissionné en France. Nicolas voulait 7 milliards chaque année. 7 milliards. On lui a dit, Nicolas, c'est de la folie, c'est pas possible, 7 milliards. Mais quand la Banque centrale crée 2600 milliards qu'elle donne aux banques, aucun contrôle. Ça, c'était entre 2015 et 2019. Et puis là, de nouveau, encore là-haut, le 18 juin, depuis le début de la crise du Covid, je trouve que la Banque centrale fait des choses très, très bien, honnêtement. Évitons les caricatures. La Banque centrale finance les pays du Sud quasiment. Voilà. La Grèce a été étouffée il y a quelques années à cause des taux d'intérêt. Mais là, le Portugal, l'Italie, la Grèce peuvent se financer sans aucun problème parce que la BCE a dit aux spéculateurs, si vous faites n'importe quoi, on vous court-circuite. Donc, il y a plein de choses tout à fait positives dans ce qu'a fait la Banque centrale européenne depuis 1 an. Et Christine Lagarde a vraiment la volonté d'agir pour le climat et pour un autre modèle. Mais il y a quand même des choses qui me paraissent étonnantes, pour être gentil. La Banque centrale européenne, le 18 juin, il y a quelques mois, a mis sur la table 1300 milliards en une journée, 1300 milliards, 1308 milliards pour être précis, à taux négatif, moins 1%. Vous et moi, quand on a besoin d'argent, on va voir notre banquier, voilà, il va nous prêter 10 000 euros, puis il va nous prêter à 2% d'intérêt. Voilà. Et on est content parce qu'on a 1,8. Voilà. Donc là, les banques, c'était 1300 milliards, 1308 milliards en une journée à moins 1%. Moins 1%, c'est du jamais vu. Voilà. Même le journal Les Échos, je reprends dans mon bouquin, le journal Les Échos a fait une infographie, pourtant ce n'est pas le journal de l'ultra-gauche, pour dire comment ça allait augmenter les bénéfices des banques. Personne, voilà. Et 2 mois plus tard, Donald Trump faisait un tweet pour dire c'est génial, les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Voilà. Donc quand on donne 1300 milliards aux banques sans aucun contrôle, je ne parle pas. Alors par ailleurs, il y a eu plein de prêts garantis, ce qui est très bien. Il y a eu des centaines de milliards donnés aux entreprises et c'est très bien avec des prêts garantis par tous nos États ou avec des aides de l'Europe. Donc évitons les caricatures. Dans ce qui a été fait depuis 1 an, il y a plein de choses très bien au niveau national comme au niveau européen. La Banque centrale a fait des choses très bien. Mais quand on met 1300 milliards sans aucun contrôle, l'essentiel va à la spéculation. Donc, pour revenir à ta question sur le pacte climat, on dit, et je le dis comme parlementaire, j'ai déposé des amendements pour dire que l'argent de la Banque centrale européenne ne peut pas aller n'importe où et essentiellement à la spéculation ou financer des entreprises qui continuent à polluer. Quand on a obtenu qu'il y ait une banque du climat, tout le monde rigolait il y a 5 ans quand on parlait d'une banque du climat. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que la Banque européenne d'investissement, la BEI, Banque européenne d'investissement, doit devenir une banque du climat, stopper les investissements fossiles et avoir beaucoup plus d'argent pour l'isolation des bâtiments et les transports en commun. Donc ça, on l'a obtenu. Il y a un ou une haut fonctionnaire qui, il y a quelques mois, m'a dit quand même bravo Pierre, en 2 ans, on a vraiment changé. Voilà, tout le monde est d'accord pour la banque du climat. La question est est-ce que c'est une petite banque du climat
qui pourra faire 12 ou 13 milliards de prêts, ou est-ce que c'est une grande banque? Et là, je suis d'accord avec Bruno Le Maire. Il est 20h21 et je vais dire du bien de Bruno Le Maire pendant 40 secondes. Bruno Le Maire avait raison il y a un an quand il a dit, si on veut une vraie banque du climat, il faut, rassurez-vous, non mais je le pense vraiment, j'essaye d'être honnête, et j'ai eu quelques discussions avec Bruno Le Maire, donc peut-être que ce n'était pas par hasard s'il a fait cette proposition. Bruno Le Maire a dit, si on veut une vraie banque du climat, et pas juste changer le nom et le logo de la BEI, il faut 10 milliards de fonds propres en plus. Si on veut vraiment qu'il y ait une capacité de prêt pour la transformation de l'agriculture, pour les bâtiments, pour isoler les bâtiments, Bruno Le Maire a dit qu'il faudrait 10 milliards de plus de fonds propres. Et une heure après, l'Allemagne a dit non. Là, pour le coup, le gouvernement allemand dit non, en disant, avec le Brexit, tous nos pays ont déjà racheté les parts de l'Angleterre à la BEI, donc on ne va pas mettre plus d'argent. Donc la proposition qu'on fait, parce qu'en fait, tous les banquiers ne sont pas méchants, il y a des gens qui nous aident à réfléchir, il y a des gens de la BEI qui sont devenus des alliés, il y a des gens de la BCE, il ne faut pas le dire, on voit des gens de la Banque Centrale Européenne, tout en respectant leur indépendance, qui nous aident à réfléchir. Et donc, une des propositions qu'on a mises dans le débat au Parlement européen, c'est de dire, certes, il y a un besoin de fonds propres, si on va avoir une vraie banque du climat qui va aider des millions de gens pour isoler leur maison, qui va aider tous les villages d'Europe à isoler la maison de retraite ou à faire des transports en commun, ou voilà, il faut une banque du climat qui aura plus de fonds propres. Certes, la Banque Centrale Européenne ne peut pas être actionnaire de la Banque du climat, mais elle peut apporter des quasi-equity, des quasi-fonds propres. Et si la BCE apporte 100 milliards de quasi-equity, c'est l'équivalent de 50 milliards de vrais fonds propres. Les gens de chez Moody's, j'ai un email de chez Moody's qui nous confirme que voilà. Et des gens bien placés à Francfort, je ne pourrais pas donner de nom, m'ont confirmé ce que je dis dans le bouquin, si tu l'as lu, il n'y a pas besoin de changer les statuts de la BCE, contrairement à tous ceux qui vous disent qu'il faut sortir des traités, je ne donnerai pas de nom, voilà, mais ceux qui vous disent que l'Europe, c'est un démerdable, il faut sortir des traités. Non, non. Les statuts de la Banque centrale disent que l'objectif premier, c'est lutter contre l'inflation, mais les statuts de la Banque centrale disent si l'objectif de lutte contre l'inflation est atteint et qui n'est pas mis en danger, la Banque centrale doit se consacrer aux autres objectifs de l'Union européenne définis dans l'article 3 des traités. Dans l'article 3 des traités, il y a la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Donc, il n'y a pas besoin de changer les traités. Et donc, il faut juste. Donc, nous, ce qu'on propose, j'ai déposé des amendements là-dessus. Pour le moment, je n'ai pas gagné, mais je suis beaucoup moins seul qu'il y a 6 mois. Voilà. C'est que l'idée que la Banque centrale, je répète, ne peut pas être actionnaire de la Banque du climat, mais peut apporter des quasi-equity. Et si elle apporte 100 milliards de quasi-equity, c'est l'équivalent de 50 milliards de vrais fonds propres. Et comme il y a un facteur x6 à la BEI, ça veut dire qu'avec 50 milliards de vrais fonds propres, on peut faire 300 milliards de prêts. Donc voilà comment régler. Si Bruno Le Maire nous écoute, je le remercie pour sa patience. Et donc la réponse, Bruno, pour trouver plus de fonds propres sans demander du vrai argent aux États membres, c'est de dire à la BCE qu'elle peut apporter des quasi-equity. Donc le pacte climat, désolé si je suis trop long, les amis, je suis crevé, donc je suis encore plus long que d'habitude. C'est quand même fatigant le métier de député quand on travaille sur le budget. Donc, il y a deux grands volets dans le pacte climat, c'est faire des prêts à taux zéro, voilà, et puis surtout apporter des subventions. On ne pourra, je répète ce que j'ai dit il y a une demi-heure, on ne pourra pas rendre obligatoire l'isolation des bâtiments que demande la Convention citoyenne. C'est-à-dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, que dans 20 ans, tous les agriculteurs doivent avoir changé de pratique. Ce n'est pas possible si chacun doit payer l'addition. Donc, on veut qu'il y ait des subventions. Et si tu dois isoler là où tu habites, Camille, si tu dois isoler l'immeuble, voilà, qu'au moins la moitié de la facture, soit payée par une subvention. Tu recevras un chèque avec un petit logo de l'Europe en disant « Madame Guitenot, vous devez payer 25 000 euros de travaux. En voilà 12 500. Cash, tu auras une aide qui correspond à la moitié de la facture. » Et pour l'autre moitié, tu auras des prêts à taux moins 1% de la Banque du climat. Et pour les familles modestes, ce sera 90% de l'argent de la facture. Ce qui est bien, ce qu'on pense utile, c'est qu'il reste un tout petit truc qui fait qu'on pense à fermer les fenêtres. Il faut quand même pour les modestes, il y a un tout petit truc à rembourser. Je l'ai dit, je ne sais plus si à vous je l'ai dit, je fatigue, mais j'ai vu l'autre jour un monsieur qui vit dans un HLM et qui dit « ça fait 15 ans que j'habite dans ce logement social et depuis 3 ans, on a isolé l'immeuble. C'est beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et puis je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. » Ce monsieur, ce n'est pas un expert, ce n'est pas un économiste qui vient de l'ESCP ou ce n'est pas un député, c'est quelqu'un qui dit je vis mieux, c'est plus cool, et je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Donc, le bilan pour le pouvoir d'achat, il est clair, mais c'est quand même bien s'il y a un petit reste à rembourser, même pour les plus modestes, que chaque mois, il est 10 euros à rembourser parce qu'il se souvient qu'il y a, voilà. Et du coup, chacun de nous sera invité à faire attention de ne pas laisser les fenêtres ouvertes en hiver, parce que si on isole les maisons, mais qu'on laisse les fenêtres ouvertes, c'est plus, voilà. Donc, voilà, je suis trop long, et donc, pour trouver ces subventions, ce qui est sur la table aujourd'hui, qu'on peut gagner dans les prochains mois, c'est la taxe de transaction financière. Je le redis, ce n'est pas la baguette magique.
le Parlement veut aussi une taxe carbone aux frontières, veut aussi une taxe sur les entreprises du digital. Et comme Piketty et Zucman, mais là, ce n'est pas le Parlement, je reprends ma casquette de député Nouvelle Donne. Je pense qu'une fois qu'on aura gagné la TTF ou d'autres, on pourra reparler d'un impôt sur les milliardaires. Le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans. Je ne parle pas des gens qui ont mis 800 000 euros de côté. Je ne parle pas du monsieur qui a une maison à l'île de Ré. On voit toujours dans les reportages en France, la maison a pris de la valeur. Et voilà. Je ne parle pas de ceux qui ont 1 million. Voilà. Je parle comme Piketty et comme Zucman, des milliardaires et des multimillionnaires. Et ceux-là, on peut leur demander un effort. Et Piketty et Zucman montrent qu'un petit impôt sur les milliardaires rapporterait au niveau européen 100 milliards chaque année. Donc, le but est d'avoir de l'argent pour l'Europe et pour l'Afrique. Le but est que chaque famille, chaque petite entreprise, chaque village ou chaque ville soit aidée en Europe, mais aussi qu'on ait un plan Marshall pour l'Afrique avec des modalités de coopération un peu nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais encore saluer tous ceux qui nous regardent. En tout cas, n'hésitez pas toujours à commenter, à liker. Merci beaucoup de nous suivre. Moi, je voulais poser une question un peu de science politique, enfin, si je peux me permettre. On sent vraiment que dans ta pensée, le social et l'écologie sont extrêmement imbriqués. Et dans ton parcours politique aussi, tu as commencé plutôt social-démocrate. On sent tes références, Roosevelt, Mendes France, Rocard, pour aller. Bruno Le Maire. Exactement. Pour aller de plus en plus vers l'écologie. On sent vraiment que dans ta pensée, en fait, le social et l'écologie sont très imbriqués et que finalement, l'écologie est une question centrale aujourd'hui de la gauche et de la pensée aussi sociale. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que pourtant, il y a toujours la scission entre des partis de gauche et des partis dits écologistes. Et d'ailleurs, en France, on n'est même pas certain qu'au présidentiel, il y ait un candidat commun entre les deux. Est-ce que la création de Nouvelle Donne, elle s'inscrit un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire dépasser un peu la gauche et l'écologie et les rassembler? Et comment est-ce que tu vois justement cette question de l'écologie par rapport à la gauche, en fait, l'imbrication de la gauche et l'écologie? Alors, si on a créé Nouvelle Donne, c'est qu'avec le collectif Roosevelt, on avait tout fait. On avait été 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon. J'avais porté plainte contre François Hollande, contre Emmanuel Macron pour non-assistance à personnes en danger dans le chômage. Je fais 15 000 morts chaque année. J'ai la preuve qu'ils m'ont reçu. Voilà les mails qui montrent que François Hollande nous a reçus, Emmanuel Macron nous a reçus. Je montre que ces solutions sont efficaces. Et donc, voilà. Donc, on avait tout fait. J'ai fait une grève de la faim avec un certain nombre d'amis devant l'Assemblée nationale pour mettre la pression. Et comme on s'est rendu compte que le gouvernement, à l'époque, Parti socialiste et Europe Écologie, ne reprenaient aucune des propositions du collectif Roosevelt, on s'est dit on va créer un nouveau parti. Et on a créé un parti, c'était quoi, il y a 8 ans, qui est allé aux européennes et qui a fait un score correct parce qu'on n'avait quasiment aucun accès à la télé. Quand même, on est un des pays où c'est le plus compliqué. Il y a des études qui montrent comment dans tous les pays d'Europe, c'est moins compliqué qu'en France de créer un nouveau parti. C'est en France que le système est le plus verrouillé pour l'accès aux médias, pour l'accès au financement. On est vraiment, hélas, voilà. Donc on avait créé Nouvelle Donne. J'avais été au PS, j'avais quitté le PS. Il y en a qui disent que je suis une girouette, mais on a fait le même mouvement avec Stéphane Hessel. C'est marrant parce qu'on a quitté le PS avec Stéphane Hessel pour aller à Europe Écologie. On a été déçus par Europe Écologie. On est reparti au PS avec Stéphane Hessel pour essayer de faire bouger le PS quand il est revenu au pouvoir. Et c'est marrant, il y en a plein qui se foutent de ma gueule, mais qui ne se moquent pas de Stéphane Hessel. C'est bien parce que Stéphane était un grand homme. Et voilà, donc on a essayé de faire bouger le PS. On a cru qu'Europe Écologie allait vraiment faire bouger les choses. On est revenu au PS et là, si on a créé une Nouvelle Donne, c'est parce que le PS et Europe Écologie étaient au pouvoir, avaient tous les moyens pour agir et n'ont pas fait grand-chose. Voilà. Et que, voilà, je ne veux pas polémiquer, mais y compris les copains d'Europe Écologie qui m'avaient fait venir à Europe Écologie pour relancer le débat sur la semaine de 4 jours, sur les limites de la croissance, quand ils étaient au pouvoir, n'ont jamais voulu lancer le débat sur les limites de la croissance ou sur la question du temps de travail. Donc, on a créé une Nouvelle Donne. Et maintenant, le but n'est pas de ressasser les erreurs du PS ou d'Europe Écologie d'autrefois. Le but est d'arriver à construire une force. On a vu quand même qu'il y a une vraie capacité à créer l'unité. À Marseille, Michel Roubirola ne pensait pas être maire et elle fait un très bon job. Et il y a une équipe, Nouvelle Donne était depuis le début dans le rassemblement, qui a gagné à Marseille. À Bordeaux, plein de gens pensaient que c'était l'héritier d'Alain Juppé qui allait gagner. Il avait le soutien des amis d'Emmanuel Macron. En plus, la liste de Besancenot se maintenait au deuxième tour et les copains de Mélenchon appelaient à voter pour les besançonistes, Philippe Poutou. Voilà. Donc, a priori, tout le monde pensait que c'était foutu à Bordeaux. Et là aussi, la liste où il y avait Nouvelle Donne et plein d'autres gens très bien a créé la surprise à Bordeaux et c'est vrai dans plein de villes. Donc, je crois qu'il y a une aspiration à une politique de justice sociale. Il y a une politique, je crois que des millions de gens en ont marre de ce système. On est des millions à comprendre que ce système nous amène au suicide, dont on parlait à une catastrophe. Voilà, je crois qu'il y a une évolution des mentalités. Il y a 2 ans, j'ai été invité par le syndicat des jeunes agriculteurs pour leur événement de rentrée.
C'était assez impressionnant. Donc, il y avait plusieurs milliers de jeunes agriculteurs, ça s'appelle Terre de Gym. Et le programme, on voyait la messe le matin, c'est un milieu qui reste bien catho, la messe avec Monseigneur d'Ornelas, l'évêque de Rennes, et l'après-midi, le grand débat sur que peut faire l'Europe face au dérèglement climatique. Et le jeune agriculteur qui animait le débat disait devant tout le monde, ce débat était inimaginable il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tous les paysans étaient climato-sceptiques, les écolos nous cassaient les couilles et Claude Allègre était notre héros. Voilà, voilà. Mais il dit, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est climato-sceptique parce qu'il y a 3 ans, à cause des inondations, on a perdu 30% de la récolte de blé. Cette année, par contre, la sécheresse fait qu'il y a une partie de nos copains qui vont devoir abattre une partie des troupeaux parce qu'il n'y a plus d'herbe. Il y a 2 étés de suite avec des canicules, il n'y a plus de foin, donc les paysans doivent tuer une partie des vaches et des moutons. Donc ce paysan disait, il n'y a plus aucun climato-sceptique, la question est de savoir comment on peut nous aider financièrement. Pour faire du biogaz, c'est 500 000 € l'investissement. Il disait, moi je suis éleveur, je sais que le lisier, ça abîme la nappe phréatique, ça fait de l'azote, et je sais que le biogaz, ça marche, que ça n'explose pas, qu'on a fait des progrès. Je sais même que le biogaz pourrait être une source de revenus pour ma ferme, mais l'investissement, c'est 500 000 €. Et il disait, sachant que la plupart des paysans n'arrivent même pas à se payer le SMIC à 1 000 € par mois, on ne va pas leur demander de payer 500 000 €. Par contre, il disait, s'il y a le pacte climat que proposent Pierre et Jean Jouzel, si on a au moins la moitié de la facture qui est payée par l'Europe, et si on sait qu'on a un débouché pendant 30 ans, qu'on va vendre ce gaz vert, qui est vraiment un gaz vert contrairement à d'autres, là, il dit, on peut mettre 2 ou 3 fermes ensemble, on va créer un emploi, et on va, voilà. Donc, il y a une évolution des mentalités, et moi, ce que j'espère, c'est que là, je sors de ma casquette de rapporteur général du budget. Quand je suis rapporteur général du budget, je suis très heureux. La semaine dernière, il y a 6 groupes politiques. C'est la première fois dans l'histoire du Parlement. Il y en a qui ont voulu me ridiculiser. Il y en a qui m'ont demandé si j'allais démissionner du Parlement. Voilà, parce qu'ils étaient un peu choqués. Pierre, tu n'es pas un activiste, tu es rapporteur du budget. Voilà. Donc, j'ai eu quelques coups sur la tête. Mais là, depuis une semaine, je n'ai que des félicitations parce que j'ai quand même conclu la négociation comme rapporteur du budget pour 2021 dans le cadre contraint. Il y a 6 groupes politiques qui soutiennent ça. C'est la première fois dans l'histoire du Parlement. Puis il y a en même temps les amis de Mélenchon et les amis d'Angela Merkel qui soutiennent le deal que j'ai fait. Voilà, donc comme rapporteur du budget, vu le fonctionnement du Parlement, je suis obligé de chercher le plus grand consensus, y compris je travaille la main dans la main avec des gens de chez Renew, mais au niveau français, je vais tout faire avec d'autres pour que de même qu'on a créé la surprise à Marseille ou à Bordeaux, qu'on arrive à se débarrasser d'Emmanuel Macron dans 15 mois. Je pense un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Je ne sais pas qui gagnerait. Je ne sais pas quel niveau d'abstention. Et que si c'est Marine Le Pen, je préfère ne pas imaginer. Mais 5 années de plus avec Emmanuel Macron, je n'ose pas imaginer non plus. Donc je pense qu'on ne peut pas accepter que la gauche soit divisée. Je suis désolé, mais on a vu à Marseille ou ailleurs qu'on est capable de travailler ensemble. Ils ont pris plusieurs mois, il et elle ont pris plusieurs mois pour travailler sur un projet. Ça avait de la gueule. Honnêtement, j'ai lu le projet quand je suis allé faire un tout petit peu campagne, un tout petit peu le dernier jour à Marseille. J'ai lu dans le TGV leur programme. C'était juste super passionnant. On voit qu'il y a une intelligence chez les citoyens. On a vu avec la conférence citoyenne que dès que les gens réfléchissent, 150 citoyens, la plupart n'étaient pas du tout écolos au début, juste quand ils réfléchissent, on voit qu'il y a le niveau d'éducation a quand même bien progressé depuis un siècle en France. Et que donc, je crois que beaucoup de gens aspirent à une société plus équilibrée, une société plus juste. Et moi, j'espère qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait qu'un ou une candidate, et surtout une équipe, qui est d'abord un projet. Quel est notre projet? Là, s'il y a une équipe, et dans la Ve République, il faudra mettre le nom d'un homme ou d'une femme, mais qui s'engage à changer les institutions et avoir une pratique du pouvoir différente. Mais moi, je pense quand même qu'on est très nombreux à vouloir ce rassemblement avec un vrai projet et en finir avec Emmanuel Macron, qu'il ait du temps pour vivre, et on lui souhaite d'avoir beaucoup de temps et d'être heureux, mais qu'il y ait une autre équipe et un autre projet, et avec d'autres boussoles dans 18 mois. Et avec par exemple, ça passerait par des primaires, parce que aujourd'hui, on voit, même si on sent qu'il y a quand même une volonté d'unité, que les logiques partisanes, elles restent prédominantes, et encore plus avec la candidature de Mélenchon qui est parti. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il ira jusqu'au bout si on voit qu'il y a une dynamique. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas tout à fait d'accord, je ne vais pas polémiquer, mais à Marseille, il s'engueulait avec sa suppléante, voilà, et finalement, il a compris qu'il y avait une très belle dynamique. Voilà, je crois qu'il y a une force et que Jean-Luc peut avoir tout à fait. J'espère qu'il y aura une primaire, je ne sais pas comment elle s'appellera, voilà, et que Jean-Luc Mélenchon est tout à fait légitime pour participer à la primaire, et que voilà, mais que ou bien on accepte un deuxième tour entre Le Pen et Macron, ou bien on se donne les moyens de réfléchir, je répète, réfléchir à un projet. Et je pense que, je le répète, il y a plein de villes où des gens très différents ont travaillé pendant quelques mois sur un projet, ils étaient contents. Ça fait du bien de réfléchir avec des gens différents, on n'est pas d'accord tout de suite, mais au bout de quelques semaines, on se dit, putain, le projet est plus intelligent
il y a une partie de mes idées qui ont été reprises, mais globalement, il y a des moments où moi aussi j'ai appris des choses et le projet qui est maintenant sur la table est plus intelligent que ce que j'ai apporté. Nouvelle Donne a plein d'idées, mais Nouvelle Donne ne prétend pas avoir les solutions dans tous les problèmes. Les écolos, Julien Bayou était avant nous avant-hier. On avait en même temps Corinne Lepage et Julien Bayou parmi les gens qui venaient nous soutenir par live. Voilà, donc je crois qu'on est dans un moment excitant où il y a tout à réinventer. Je l'ai montré tout à l'heure, on est au bout d'une logique. Tous ceux qui disent que la croissance revient, voilà la croissance qui revient. Tous ceux qui pensent que le système équilibré est équilibré, le capitalisme dérégulé, c'est juste une énorme fuite en avant. Voilà l'évolution de la dette totale. Donc, ou bien on continue à se diviser et on a encore Emmanuel Macron pendant 5 ans. Et là, c'est juste l'horreur, je pense franchement. Vous voyez l'état de violence. On est le seul pays, honnêtement, quand on est à Bruxelles, on a honte parfois. La France, il y a plein de choses géniales. Moi, j'adore mon pays, mais on est le seul pays où il y a autant de violence pour la réforme des retraites. Partout ailleurs, il y a du dialogue. Partout ailleurs, Madame Merkel, elle sait qu'elle passe son temps à dialoguer avec les députés, elle passe son temps à dialoguer avec les responsables des Länder, elle passe son temps à dialoguer avec les syndicats. Voilà, on est le seul pays, sans doute à cause de notre système monarchique, où un homme, probablement ça a toujours été un homme à l'Élysée, croit qu'il peut décider de tout. Moyennant quoi, la plupart ne sont pas réélus. Voilà, la dernière fois, François Hollande n'a même pas osé se représenter tellement son bilan était catastrophique. Et là, Emmanuel Macron a dit chez Brut qu'il n'était pas sûr d'être candidat parce qu'il allait prendre peut-être des mesures impopulaires, ce qui m'a franchement inquiété. J'en ai marre quand on fait croire que les mesures courageuses sont forcément impopulaires. Roosevelt, il a sauvé la cohésion sociale dans son pays, il était adoré par les citoyens, il a été réélu tant qu'il était vivant. Donc, je n'ai pas tout vu de la séquence d'Emmanuel Macron chez Brut, mais quand il commence à nous expliquer qu'il n'est pas sûr d'être candidat parce qu'il va prendre des mesures impopulaires, je ne sais pas si c'est pour bétonner l'électorat de droite. Très difficile, il l'a dit. Pardon, très difficile, excuse-moi, merci de corriger. Voilà, mais je ne sais pas si c'est pour blinder l'électorat de droite en montrant qu'il est courageux parce qu'il mise sur le fait que la gauche sera divisée, donc c'est un homme intelligent. Hein. Mais voilà, moi, mon but, c'est pendant 6 mois encore, là, je ne m'occupe que de l'Europe. J'ai vraiment envie que dans les 6 mois qui viennent, grâce à Antonio Costa qui prend les rênes, grâce au Parlement, grâce à tous les citoyens, qu'on puisse montrer que l'Europe change, ce qui va redonner du moral aux gens. Je pense aussi que c'est les gens d'Alternativa qui disent qu'au moment des élections, le camp progressiste est souvent divisé, tandis qu'agir ensemble pour le climat, agir ensemble pour une taxe de transactions financières, on a des gens très différents. Donc, c'est bien de comprendre aussi que la politique, ce n'est pas seulement les élections, qu'on peut faire de la politique. Si on change l'Europe, si dans 6 mois, il y a un accord historique et qu'on voit que l'Europe taxe la spéculation pour créer des emplois dans le domaine du climat, ça montre aussi que la politique peut être efficace. Il y a Extinction Rébellion qui vient tous les 15 jours devant le Parlement pour chanter en disant, en général, Extinction Rébellion, ils viennent pour bloquer le Parlement. Et là, ils viennent dire merci aux députés qui sont un peu courageux. Donc voilà, la politique, ce n'est pas que les élections. Donc ça a de la gueule si on peut se rassembler dans la diversité de nos réseaux pour obtenir une victoire dans les 6 mois qui viennent. Mais après ça, les élections, c'est quand même très important. Savoir qui est celui ou celle qui sera à l'Élysée, ça change tout pour l'Europe. Si on est quelqu'un qui est à l'Élysée, qui a une autre vision de l'Europe, qui veut vraiment l'Europe sociale, qui veut une Europe démocratique, une Europe qui dialogue avec les pays du Sud. Donc voilà, l'élection qui est dans 18 mois ou moins de 18 mois, elle est quand même vraiment fondamentale. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon ou d'autres ne pourront pas maintenir leur candidature s'il y a une dynamique, si on voit qu'il y a un projet commun, si on voit qu'il y a une dynamique très forte. On verra, mais c'est quand même pas fait, hein, honnêtement. Si c'était fait, oui. Non, mais tu as raison. Objectivement, voilà, la bêtise humaine, voilà. Et Emmanuel Macron compte sur le fait que la gauche va se diviser, évidemment. Oui, c'est clairement aussi dans sa stratégie il se droitise aussi par rapport à cet élément stratégique qu'il prend en compte. Mais... Oui, mais est-ce qu'on a envie d'avoir Emmanuel Macron pendant 5 ans au pouvoir? Et je ne suis pas sûr, même qu'un deuxième tour Macron-Le Pen, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, je connais plein de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui ne le referont plus. Voilà, et moi, je n'aurai aucun doute d'un deuxième tour Macron-Le Pen. Je sais ce que je ferai, mais je connais plein de copains qui disent non, on a déjà fait le barrage la dernière fois, non. Donc, voilà, plutôt de réfléchir à un scénario catastrophe, est-ce qu'on se donne les moyens? Il nous reste 15 mois, 16 mois avant l'élection. Encore une fois, je répète, à Marseille, à Poitiers, à Bordeaux, des hommes et des femmes ont été capables de se rassembler, ne pas d'abord dire qui est le chef, mais d'abord qui travaille. C'est vrai que la Ve République va nous obliger à choisir, à mettre le nom d'un homme ou une femme sur un bulletin pour qu'il puisse être candidat, à récupérer les 500 signatures. Et je crois qu'il faut d'abord montrer, et je suis persuadé qu'y compris avec le copain de Mélenchon, les gens de la GUE, ils soutiennent notre projet, ils font la campagne pour la TTF avec nous et ils ont approuvé notre budget. Donc je pense qu'on peut être d'accord à 90%, aussi bien avec le Parti socialiste, maintenant que Manuel Valls est parti. J'ai beaucoup d'amis en Espagne et je préfère qu'il le garde
voilà, maintenant que Manuel Valls est parti, maintenant que je ne donnerai pas d'autres noms, sont en sommeil, voilà. Donc, je pense qu'Olivier Faure est quelqu'un de honnête, qui ne prétend pas forcément que le candidat sera socialiste. Voilà, je pense qu'on peut avoir un rassemblement et que on doit gagner. On peut, c'est qu'on doit gagner. Aux gauches irréconciliables, en tout cas. Non, je pense qu'on a 90% de choses en commun et que le 10%, si on croit qu'on met en place une 6e République, eh bien, on fera des référendums. Moi, ça ne me gêne pas de faire campagne avec des gens, même si je ne suis pas d'accord. Je suis hostile au clonage humain. Je suis hostile. Donc, tant pis si je ne suis pas d'accord à 100%. Voilà. Mais par contre, si on a 90%, on pense que c'est très important de relancer le débat sur le temps de travail, c'est très important de taxer la spéculation, c'est très important de mettre le paquet sur l'éducation. Voilà. Je suis persuadé que de Jean-Luc Mélenchon à Olivier Faure, en passant par Julien Bayou et plein d'autres, on peut se mettre d'accord sur un projet qui va changer la vie des gens avec des réformes fondamentales au niveau français et au niveau européen, et que les points sur lesquels on n'est pas d'accord, on continuera le débat à l'Assemblée, on continuera le débat par référendum. Mais ce serait ridicule de laisser le pouvoir à Emmanuel Macron pendant 5 ans, juste parce qu'on n'est pas d'accord à 100% avec Olivier Faure, avec Julien Bayou, avec Anne Hidalgo ou avec Jean-Luc Mélenchon. Pour poser une question justement sur la réduction du temps de travail, qui est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, si on faisait un sondage aujourd'hui en France sur êtes-vous pour ou contre la réduction du temps de travail, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de Français qui soient pour, parce qu'on va dire qu'ils ont intégré vraiment le fait que c'était impossible économiquement. Et il y a quand même un problème de la réduction du temps de travail, même si sur le temps long, en fait, il y a de facto une réduction du temps de travail qu'on constate. Si on réduit le temps de travail, imaginons par une loi, il y aurait le risque qu'il y ait une dégradation en fait on peut dire la compétitivité, mais en tout cas une augmentation des coûts, notamment pour les petites entreprises qui auraient forcément du coup des travailleurs qui feraient moins d'heures et qui donc leur coûteraient plus en rapport. Et du coup, c'était une question que je voulais te poser. Comment est-ce que tu envisages en fait cette réduction de temps de travail? Est-ce que tu l'envisages par des négociations interentreprises, par des négociations de branches? Quel est en fait le dispositif qui permettrait justement cette évolution? Je pense qu'il faut d'abord, tu as tout à fait raison de dire qu'aujourd'hui, si on fait un sondage sur la RTT, je pense que ce n'est pas oui très massif. Et d'abord, je ne suis pas pour la RTT, moi je me bats pour la semaine de 4 jours. Beaucoup de gens disent que c'est moi qui ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours en France, c'est faux. C'est Antoine Riboud, une semaine avant qu'on lance notre offensive avec quelques copains, c'est en septembre 1993, le patron de Danone, une des plus grandes entreprises européennes, un vrai patron d'industrie, hein, c'est Antoine Riboud qui avait créé Danone, et à la une du Monde, sur 5 colonnes, il faut descendre à 32 heures, 4 jours, sans étape intermédiaire. Voilà. Et donc déjà à l'époque, si on faisait une enquête sur la RTT, ce n'était pas très populaire. Et il y avait une enquête faite par la CFDT auprès de 7000 personnes. On leur demandait est-ce que vous voulez les 35 heures, 32 heures ou 4 jours. Et c'est les 4 jours qui arrachaient tout. Parce que tu te dis qu'il y a un jour par semaine où tu n'as pas besoin d'aller au boulot, il y a un jour par semaine où tu ne prends pas ta voiture, tu n'es pas les transports en commun. Voilà. Donc Antoine Riboud disait il faut y aller à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. Ça obligera les entreprises à créer des emplois. Et pour ne pas, avec 2 objectifs, ne pas baisser les salaires et ne pas augmenter les coûts pour l'entreprise. Et l'idée qu'on a proposée avec Michel Rocard, c'est de dire, et que la CFDT soutenait à l'époque, c'est de dire si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée au moins 10% d'emplois nouveaux, au moins 10% d'emplois en CDI, elle arrête de payer des cotisations chômage. Et donc, de même que les Anglais disent la preuve du pudding, c'est que ça se mange, c'est bizarre, mais le pudding existe, et bien la semaine de 4 jours, il y a déjà 400 entreprises qui l'ont mis en place. Si tu manges un yaourt Maminova, pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans, tous les salariés de Maminova étaient à 4 jours. L'usine travaillait 5 jours par semaine, mais tous les salariés, que ce soit le directeur des ressources humaines, les ouvriers, les contremaîtres, les commerciaux, tout le monde était passé à 4 jours. Je ne sais pas, je vous enverrai le bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard. Et à la fin, il y avait l'accord chez Maminova, une vraie entreprise qui a créé 120 emplois. Et l'entreprise, parce qu'elle a créé 120 emplois, arrête de payer les cotisations chômage. Et du coup, tu n'as aucune baisse de salaire. Et si tu crées 120 emplois, ça fait en gros 80 chômeurs de moins. Ce n'est pas mécanique, c'est ce qu'on appelle un effet d'appel. Mais tu as 80 chômeurs de moins. Donc, l'UNEDIC, Pôle emploi va faire des économies. Et tu as 120 personnes qui retrouvent un boulot, qui vont payer de la TVA et qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc, ce schéma-là, qui est très simple, hein, et c'est l'idée qu'on est dans un pays qui met des dizaines de milliards pour limiter les conséquences du chômage. On ne le fait pas très bien. Il y a quand même des gens qui ont une vie catastrophique. Dans ce bouquin, je raconte une amie avec qui on a créé une nouvelle zone. Le CICE, typiquement. Pardon ? Le CICE, typiquement. Voilà, on a mis des milliards sur d'autres. Voilà. Mais
là, je parlais des conséquences du chômage. Le coût du chômage, c'est des dizaines de milliards pour Pôle emploi, pour les politiques sociales, pour le RSA, pour les départements qui aident, voilà, pour le fait de reloger une partie des SDF. Quand même, fort heureusement, on est dans un pays où on ne laisse pas les gens mourir dans la rue la bouche ouverte. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de mettre des dizaines de milliards pour limiter les conséquences dramatiques du chômage, est-ce qu'on ne peut pas activer une partie de ces dépenses et dire si l'entreprise passe à 4 jours et si elle crée 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Et ce point est fondamental parce que, hélas, dans la deuxième loi Aubry, si le bilan des 35 heures est si mitigé, c'est qu'il y a eu 3 lois sur le temps de travail. La première loi, la loi d'Eurobien, était très bien. Il fallait créer au moins 10% d'emplois, 10% pour avoir droit à des aides. La première loi Aubry était très bien. Les entreprises n'avaient des aides que si elles créaient au moins 6% d'emplois. Mais le problème, c'est que la deuxième loi sur les 35 heures, en gros, le MEDEF avait tout gagné. On ne pouvait avoir des aides financières même sans créer aucun emploi. Et on pouvait rester à 38h30 de durée réelle. Le patronat, en fait, le MEDEF avait tout gagné. Et je me souviens d'une interview dans le Figaro où le patron de la CGPME, toutes les PME de France, disait « J'ai signé un accord 35 heures, j'ai signé un accord 35 heures, mais la durée réelle, on est resté à 38h30. Donc, si tu restes à 38h30, est-ce que tu vas créer des emplois ?» Et donc, le gars, il avait quand même embauché les exonérations, il avait quand même droit aux exonérations, il restait à 38h30. Donc, et du coup, je me souviens de quand les syndicats belges m'invitaient après ça à Bruxelles, en disant, tu sais Pierre, ce qui s'est passé en France, ça a tué la réflexion sur le temps de travail, parce qu'on entend parfois dans les entreprises où ça s'est très bien passé, où les salariés sont contents, où les entreprises, c'est un équilibre, on a réussi à trouver un équilibre, mais par contre, j'étais il y a quelques temps à Clermont-Ferrand, les ouvriers de chez Michelin te disent qu'ils se sont vraiment fait avoir, parce que dans la deuxième loi Aubry, non seulement la deuxième loi 35 heures, non seulement on n'était pas obligé de créer des emplois, mais on pouvait changer la définition du temps de travail. C'est une des grandes demandes du MEDEF. Voilà, donc par exemple, chez Michelin, ça fait un siècle qu'ils travaillent le plastique, ça sent pas bon, ça colle à la peau. Donc ils avaient obtenu depuis 60 ans d'avoir le droit de prendre une douche. C'était considéré comme sur le temps de travail. Ils avaient droit à 10 minutes pour se doucher, pour se sentir moins mauvais et mettre des vêtements propres avant de rentrer au boulot. C'était un acquis depuis 60 ans. Mais avec la deuxième loi sur le temps de travail, on pouvait modifier la définition du temps de travail. Donc la direction de Michelin avait dit, ben non, quand tu es sous la douche, tu es déjà un peu chez toi, c'est cool, non? Donc tu es déjà en RTT. Donc sans changer rien à l'organisation réelle du temps de travail, le temps de douche ou le temps, voilà. Moi, mon beau-père était chauffeur de camion et on lui a expliqué que quand le camion était arrêté, parce qu'il y avait un autre camion devant le quai de livraison, quand le moteur était arrêté, c'était de la RTT. Donc mon beau-père, il a gagné juste 6 jours de RTT dans l'année et on lui a sucré les heures sup, ce qui permettait, ça fait des années qu'il n'avait pas d'augmentation, et ce qui permettait un peu d'aller de temps en temps au restaurant, de mettre un peu d'huile de mettre du beurre dans les épinards, c'était les heures sup. Et concrètement, dans son entreprise de transport, il a gagné 6 jours de RTT. En gros, quand l'entreprise n'a pas besoin de lui, on lui dit Manolo, tu peux rester chez toi. Et voilà, donc il fait partie des gens qui étaient furieux. Donc soyons honnêtes, les 35 heures ne sont pas la catastrophe des catastrophes annoncées par le MEDEF. Ça a quand même permis de créer 350 000 emplois. Les évaluations faites par le ministère du Travail disent on a quand même créé 350 000 emplois. Et j'aimerais savoir, par exemple, tu parlais du CICE, quelles sont les politiques libérales qui ont créé 350 000 emplois, des emplois de qualité. Donc, les 35 heures ne sont pas une catastrophe. La compétitivité de la France n'a pas été diminuée. Je vous rappelle que ça a été mis en place en 99-2000 et jusqu'en 2004, nous avions un excédent commercial. L'excédent commercial de la France a diminué quand l'Allemagne a commencé une stratégie de dumping salarial. Mais donc, ce n'est pas les 30. Juste être honnête, c'est compliqué de construire l'avenir si on ment sur le passé. Donc, si on veut être honnête, ça n'a pas été une catastrophe. Ça a quand même créé 350 000 emplois. Notre compétitivité n'a pas été diminuée. Il faut dire, il y avait beaucoup d'exonérations, même sans emploi. Mais par contre, je raconte dans le bouquin que j'avais fait à l'époque, qui s'appelait 35 heures de double piège. J'avais un copain, maintenant il y a prescription, qui est au cabinet de Martine Aubry, je ne donnerai pas de nom, mais qui nous avait montré une étude à partir des 400 pionniers qui étaient passés à la semaine de 4 jours, pas un truc macroéconomique, mais à partir des 400 entreprises, Maminova, Fleury Michon, Monique Ragnou, Télérama, à partir des 400, le ministère a fait une étude qui disait qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois, que si on généralisait le modèle de semaine de 4 jours proposé par Michel Rocard et Pierre Larouturou, on pourrait créer 1 600 000 emplois. Voilà. Donc, les 35 heures ne sont pas une catastrophe, mais elles ont créé 350 000 emplois, 350 000, alors qu'un mouvement vers les 4 jours, avec le financement qu'on proposait, pouvait créer 1 600 000 emplois. En termes de qualité de vie, avoir un jour de libre par semaine, avec une vraie régularité, ça change la vie. Ça permet d'avoir du temps pour vivre, du temps pour s'occuper des gens qu'on aime, du temps pour s'engager dans la vie associative, dans la vie politique, tandis que d'avoir 2 ou 3 heures de libre de temps en temps, le changement de vie n'est pas le même. Donc, je pense qu'il faut relancer
une de tes questions il y a un quart d'heure avant que je commence cette courte réponse, c'était comment on relance le débat. Je pense qu'il faut d'abord relancer le débat, justement. Voilà les limites de la croissance. Est-ce qu'on peut compter sur la croissance pour créer des millions d'emplois? Voilà les gains de productivité. La prochaine fois que vous m'invitez, je vous parlerai plus longuement des gains de productivité qui font qu'on produit beaucoup plus avec moins de travail. On donne la parole. J'avais proposé au conseiller Jospin de faire une émission spéciale à la télé avec des patrons et des salariés qui dépassent à 4 jours. Je lui avais dit, on va avoir un conflit majeur si vous imposez les 35 heures. On a 400 entreprises, aussi bien des petites. Dans mon coin du Béarn, il y a le spécialiste de l'insémination porcine qui passait à la semaine de 4 jours. À Pau, quand tu vas acheter des chocolatines, le contrôle biologique fait, quand tu achètes une chocolatine ou une tarte, ce que tu veux, c'est fait par Abiocé dans toutes les boulangeries de Béarn. Et Abiocé est passé à la semaine de 4 jours. Donc, tu as des grandes comme Aminova ou Fleury Michon, mais voilà. Donc, j'avais dit au conseiller de Jospin, on devrait faire une soirée à la télévision pour expliquer les limites de la croissance et donner la parole à des patrons et des salariés qui sont passés à 4 jours. Chez Maminova, le médecin du travail a fait le bilan au bout de 2 ans. L'absentéisme a reculé et le médecin du travail dit que c'est juste génial pour l'équilibre des gens et qu'on fait des économies sur la Sécu. Donc, et les gens de chez Jospin m'ont dit, écoute Pierre, on va faire de la pub pour la loi de Robien, c'est une loi de droite. Et puis, tu as raison, on va avoir un gros conflit idéologique, mais à 3 mois des régionales, ça nous va très bien. Je préfère ne pas dire ce que je pense de cette réponse. Parce que voilà. Alors, je pense que si on avait donné la parole à des patrons et des salariés qui sont passés à 4 jours, on aurait ringardisé les vieux schnocks du MEDEF qui étaient aussi à cette idée, comme ils étaient aussi là, la semaine de 6 jours. Faut lire l'interview de Ford. C'est très drôle quand Ford passe à la semaine de 5 jours. Quand Ford met en place la semaine de 5 jours sans baisse de salaire, il se moque des patrons français en disant il n'y a qu'en France qu'on croit que si les ouvriers travaillent moins, ils vont se mettre à boire. Voilà, parce qu'à l'époque, quand l'Église et la CGT, il a fallu que les deux grandes forces, l'Église et la CGT, aient fait campagne en 1906 pour obtenir la semaine de 6 jours. On était voilà, et il y avait des patrons qui expliquaient si les ouvriers ont 1 jour par semaine de libre, ils vont se mettre à boire et on ne pourra pas les récupérer, les mettre au travail le lundi. On a eu les mêmes réactions très intelligentes quand il y a eu les congés payés. Les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Voilà. Donc, si on avait écouté le MEDEF de l'époque, on n'aurait pas les congés payés. Je rappelle que le secteur du tourisme, avant et après le Covid, est quand même le premier secteur en termes d'emploi en France. Donc, tous les schnocks, pour être gentils, qui nous expliquaient qu'il fallait rester à la semaine de 7 jours parce que sinon les ouvriers vont se mettre à boire ou qu'il ne fallait pas de congés payés alors qu'eux-mêmes partaient en vacances. Voilà, donc il y a toujours et ce que m'avait dit le patron des syndicats belges, c'est que c'était quand même tragique de voir que la RTT avait été le grand combat de tous les progressistes pendant un siècle, alors qu'il n'y avait pas tellement de chômage et qu'il n'y avait pas tellement de gains de productivité, et que depuis le milieu des années 70, comme on dit à Bruxelles, depuis 75, alors qu'on a fait des gains de productivité colossaux avec les ordinateurs, avec les robots, c'est depuis 75 en gros qu'on a en même temps, en France, on a multiplié par 7 le nombre d'étudiants, donc une double révolution technologique, les ordinateurs et les robots, et on a mis de l'intelligence dans les CAPES, on a multiplié par 7 le nombre d'étudiants, sans compter la formation continue. Donc, c'est le patron des syndicats belges, et on s'est battu pour la RTT quand il n'y avait pas tellement de chômage et pas tellement de gains de productivité. Et depuis 40 ans, alors qu'il y a une flambée du chômage et une flambée des gains de productivité, on n'est plus capable d'en parler. Donc, il faut relancer ce débat. Donc, je suis trop long. Comment on fait? Il faut que la gauche gagne. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron le fera tout seul. Donc, il faut que la gauche gagne. Il faut venir à la question d'avant. Il faut qu'on lance, qu'on ait une ou un ministre du Travail qui ne va pas imposer tout seul, mais qui dit, voilà comment on fait, les amis, on relance la négociation. Donc, on relance le débat, on refait une loi pour expérimenter, et sans doute, à la fin, il faudra une voiture balai pour accélérer un peu. Mais encore une fois, il faut parler à l'intelligence des gens. Moi, quand j'étais petit, mon père me racontait comment, après mai 68, les ouvriers avaient obtenu de mettre en place vraiment la semaine de 40 heures, la semaine de 5 jours. Et que papa était cadre à EDF et qu'au début, les cadres revenaient le samedi pour montrer qu'eux n'étaient pas ouvriers, que les ouvriers avaient gagné les 40 heures, mais qu'eux étaient des gens importants, ils revenaient le samedi. Et au bout d'un moment, ils se sont dit qu'ils étaient bien couillons de revenir le samedi. Ils ont appelé ça la semaine anglaise et eux aussi ont profité de la semaine de 5 jours. Voilà. Et donc, au début, c'était plutôt pour les ouvriers, puis pour les cadres. Et puis, les professions libérales se sont dit, on est bien couillons si on travaille le week-end. Donc, nous aussi, la plupart des professions libérales, des architectes, des médecins, on s'arrange pour avoir… Voilà. Donc, ou bien c'était un mouvement, ou bien on croit que c'est un problème de thermostat. Il y a une personne qui tourne le thermostat. Il y en a des millions qui grognent en disant, mais voilà. Ou bien c'est un mouvement de société qui est choisi. Peut-être qu'on peut avoir un débat, un référendum là-dessus. Mais d'abord, on relance le débat et on relance l'expérimentation. Et puis, dans 6 mois, vous m'invitez pour en parler plus longuement, mais là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête, parce qu'on ne peut pas parler du RTT en faisant un débat 3 fois trop long. Non, tout à fait, tout à fait. Avec plaisir en tout cas pour un prochain débat, honnêtement, hein, c'est vraiment passionnant en tout cas. C'est très intéressant, mais moi aussi, Nathan, je trouve ça encore…
Effectivement, effectivement. Merci. Alors, C'est sympa d'avoir des petites courbes pendant, mais pendant j'en ai les encore plein, entretiens. j'en ai encore plein que vous montrer la prochaine fois. Blague à Bon, part, ça. vous allez sur taxonlaspéculation.eu, je crois qu'on va devoir conclure, taxonlaspéculation.eu, et j'ai parlé trop vite, mais si vous trouvez que c'est intéressant, vous pouvez vraiment nous aider. Je l'ai dit au début, je suis venu chercher des alliés, je ne suis pas venu montrer des graphiques, je ne suis pas venu faire de l'économie, je suis venu chercher des alliés. Les mois qui viennent sont fondamentaux, et je suis persuadé que vous avez chacune et chacun un cerveau qui marche, que si vous êtes là ce soir, si vous êtes d'accord au moins à 90%, au moins à 90% avec ce que je raconte, donc dites-vous, le Pierrot, comment on peut l'aider? Il ne va pas y arriver tout seul, il parle trop vite, comment est-ce qu'on peut l'aider? Et je suis vraiment persuadé que parmi vous, il y en a qui peuvent nous aider très grandement. En tout cas, je ne sais pas si peut-être vous avez le temps pour une dernière question. Peut-être Camille, je sais qu'elle voulait poser une petite dernière question, mais sinon on peut conclure. Il y a pas de Allons-y, souci. dernière question. Si, dernière question. Oui. Camille, Ben justement, puisqu'on parlait d'emploi, donc il est question effectivement de créer des emplois qui vont dans le sens du climat, à la fois de lutter contre nos émissions, mais aussi d'être plus résilient. Et ben, notre génération, justement, aujourd'hui, en école ou même des étudiants, des élèves qui n'ont pas encore passé le bac, se demandent un peu quel sens donner à leur formation, quelle formation suivre pour aller vers quel métier, quels sont les métiers qui ont du sens. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes de notre âge ou un peu plus jeunes, quelles sont les voies vraiment à suivre pour aller vers ces réductions, cette résilience? Ça, honnêtement, pardon, je suis fatigué, puis c'est une question un peu compliquée. Et puis chacun et chacune a des. Voilà, moi j'ai 2 fistons, ils vont faire des études différentes. Et les études, c'est important, mais il n'y a pas que les études. Voilà, donc, moi j'ai fait l'agro, et puis Sciences Po, donc une école d'agronomie, puis Sciences Po. Et après ça, je suis rentré chez Accenture, je ne savais pas où aller, donc j'ai fait 11 ans chez Accenture. Je pensais qu'ils me garderaient 3 semaines, ils m'ont gardé 11 ans. Et je suis très content de ce que j'ai appris chez Accenture. Il y a une efficacité dans ces grands cabinets qui est quand même très utile, même si je n'étais pas toujours d'accord. Voilà. J'ai été licencié pour mes idées en matière sociale, mais ça s'est fait très bien. Ils ont été tout à fait clean, ils m'ont laissé le choix. Mais je ne pouvais pas, mon but dans la vie n'était pas de devenir richissime et de renoncer à mes idées. Mais je crois qu'il faut, c'est un côté sympa de l'époque, c'est qu'on voit plein maintenant de jeunes qui sortent des grandes écoles et qui disent qu'ils ne veulent pas aller dans des entreprises où ils seront schizophrènes. Donc, ils ne veulent pas aller chez Total, ils ne veulent pas aller chez Exxon, ils ne veulent pas aller à une entreprise qui n'en a rien à foutre de la planète ou de la dignité humaine. Je trouve ça plutôt bien. Et ça fait réfléchir quand même un peu les responsables de ces entreprises. Quand on voit que des gens qui viennent de l'ESCP, de le Polytechnique, d'autres écoles ne veulent plus venir chez eux dans ces entreprises. Donc, ça les fait réfléchir. Après ça, on peut aussi se dire qu'on fait un boulot qui n'est pas forcément passionnant, mais qui est quand même intéressant, et que pendant son temps libre, on milite. Voilà, il y a aussi, voilà, peut-être on aura du mal à trouver tous des boulots absolument passionnants dans une entreprise qui est à 100% en phase avec nos valeurs. Donc, je pense qu'on a le droit de refuser les entreprises, qu'on doit refuser d'aller dans une entreprise qui abîme la planète, qui ne respecte pas la dignité humaine en Europe ou ailleurs, mais que moi, je pense qu'on est vraiment dans des moments critiques, qu'on peut s'engager en politique. Ça n'est pas stupide. S'il y en a qui veulent faire des stages, s'il y en a qui veulent nous aider, on peut en parler. Vous avez accès à mon mail au Parlement européen. Vraiment, je répète, que je suis fatigué là, donc peut-être que je vais dire des banalités. On est vraiment dans un moment critique. C'est difficile de faire des petites choses, de ronronner dans une entreprise classique. On voit des jeunes qui prennent une année sabbatique. Adélaïde, qui a lancé tous les mouvements de jeunes en Europe, elle a pris une année sabbatique. Elle a négocié avec son lycée d'avoir une année sabbatique parce qu'elle voulait se consacrer complètement à l'action pour le climat et pour la justice sociale. Donc voilà, moi j'ai pris une année sabbatique quand j'étais chez Arthur Andersen. J'avais démissionné au bout de 3 ans. J'étais le mec le mieux noté en Europe. J'arrivais à faire croire à mon patron que j'étais efficace. Donc j'étais le gars le mieux noté, mais j'avais donné ma démission pour me mettre au service de ATD Quart Monde bénévolement. Et c'est une année qui a été passionnante. À la fin, j'étais interdit de chéquier. Je n'allais même pas demander le RMI, donc j'avais bouffé toutes mes économies. J'allais manger à la banque alimentaire des produits avariés. Mais c'était une année passionnante où j'étais au service d'ATD Quart Monde et où j'ai eu l'idée de la semaine de 4 jours. J'avais du temps pour lire, pour voir les amis, pour aller à la piscine. Donc voilà, vous avez le droit aussi de… Et c'est plus facile quand on est jeune que quand on a 20 ans de plus. Voilà, vous avez des têtes bien faites, même si vous prenez une année sabbatique, vous trouverez du boulot derrière. Et c'est plus compliqué quand on a une famille à nourrir ou quand on a 20 ans de plus. Voilà. Donc c'est plutôt quand on est jeune, le vieux con qui sommeille en moi vous dit que c'est plutôt quand on est jeune qu'il faut faire ce genre de choix. Et qu'on serait heureux qu'il y ait des… Voilà, si vous avez envie de nous aider, si vous avez compris une partie de ce que je raconte, je répète, pour le 8e fois, je cherche des alliés pour faire bouger les choses dans les mois et les années qui viennent, au niveau européen et au niveau français.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. On espère. On l'aura dit plusieurs fois, du coup, je pense que ça aura bien imprimé en tout cas. Merci beaucoup en tout cas à ceux qui m'ont suivi. C'était l'occasion d'aborder beaucoup de thèmes chers, taxes sur la transaction financière, réduction de temps de travail, beaucoup de sujets, encore une fois, très intéressants, bien sûr. On aura le plaisir, donc mardi, on organise un autre débat qui sera sur l'annulation des dettes publiques. Pour vous dire un petit peu en avance, il y aura Mme Coupé-Soubéran qui sera là, M. Nicolas Dufresne, M. Philippe Askenazi et M. Didier Marteau également. Donc, ce sera un débat intéressant sur l'annulation des dettes publiques et aussi un sujet qu'on aurait pu aborder ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, toujours de suivre Isinomix et Direct Citoyen. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à Pierre, bien sûr, d'avoir été avec nous et pour tout son enthousiasme. Et merci beaucoup également à Camille, qui a co-animé avec moi ce soir. Merci à Majou également de Direct Citoyen. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et puis, on se retrouvera dans quelques mois donc, avec M. Laroutourou pour un nouveau live. Mon prénom, c'est Pierre. Merci Camille, merci Nathan. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Pierre. Hasta luego. Au revoir, merci. Au revoir.